Salut à tous, on continue avec la lecture de Miroir, Miroir, qui est le premier volume d'une série qui s'appelle Villains et qui a été écrite par Serena Valentino. Voilà, très bonne série je pense, parce qu'on me l'avait conseillé de nombreuses fois, il y en a qui aiment beaucoup ces livres, qui les ont. Donc voilà, écrite par Serena Valentino, moi je ne la connaissais pas. Et là on lit l'histoire de la méchante reine. Alors il y a un premier replay que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube. Et je vous avais lu le petit résumé. Et ensuite on avait lu, je pense, la moitié du livre. Et donc on va continuer. Voilà, je suis là, merci. Bonsoir à tous. Ils sont tous en train de me dire salut ma reine, etc. Ça m'a fait mourir de rire, Malfort, en disant Messire Hugo, venez près du feu, vous êtes trop. Vous êtes trop. Si Wevin est là, il verra, j'ai son petit parfum. C'est un Nina rouge, ça s'appelle Nina rouge. Il est super beau, en forme de pomme, et il sent hyper bon. Ouais, vraiment, il sent très 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 bon. Vous n'avez pas raté le début, mon cher Tev Levini. Allez, on est parti, c'est Miroir, Miroir. Alors, petit résumé quand même. Où est-ce qu'on s'était arrêté? On avait fini, la reine, donc, est super heureuse avec le roi et avec Blanche-Neige. Et en fait, on attend toujours qu'il se passe quelque chose. Bref, il est mort à la guerre. Spoiler alerte, il est mort. Et on sent depuis quelques chapitres qu'elle est en train de se faire un petit peu, pas ensorceler, mais influencée par son miroir, qui serait, alors si j'ai bien compris, qui renfermerait l'âme ou l'image, ou j'en sais rien, de son père. Il y a aussi ces trois sœurs un petit peu cheloues, là on dirait les sœurs Sanderson dans Hocus Pocus. Bref, on va continuer. Chapitre 12, la solitude de la reine. C'est pas mon cas. Avec cette super commu, c'est pas mon cas. La solitude de la reine. Après les funérailles, la reine resta alitée durant des semaines. Mais cette fois, elle était toute seule. Elle refusait de voir Blanche-Neige, même si cette décision était difficile. Allons bon. Ah, moi j'attendais qu'il se passe quelque chose entre le roi et elle, clairement. Je sais pas ce qui s'est passé, mais enfin. S'il s'était passé, Blanche-Neige aurait un petit frère. Bon. Elle refusait de voir Blanche-Neige, même si cette décision était difficile. Elle voulait désespérément la réconforter, mais en était incapable. Les traits de Blanche ne faisaient que lui rappeler ceux de son bien-aimé. Ah, c'est pour ça qu'elle va pas l'aimer. Elle retrouvait les yeux du père dans le visage de la fille. En outre, voir la reine dans un tel état serait sûrement traumatisant pour la petite. Là, elle cherche une petite excuse quand même. Son isolement ne se limitait cependant pas à Blanche. Depuis la mort du roi, elle refusait tous les visiteurs, exception faite de Verona. Sa dame de compagnie était toujours à ses côtés et la suppliait de sortir afin de profiter un peu du soleil. « Ma reine, accepterez-vous de voir votre fille aujourd'hui » l'implora-t-elle. « Vous pourriez vous promener ensemble, vous lui manquez énormément. Vous n'êtes pas sortis depuis si longtemps. Elle aime beaucoup Marcus, Viviane et le chasseur, mais elle a besoin de vous. » « Je ne m'en sens pas capable pour l'instant. »« Je comprends, Majesté. Pensez à moi quand vous êtes au plus bas. Je répondrai toujours à votre appel. »« Je sais, ma sœur, et je t'en suis reconnaissante. » On dirait qu'elles sont dans un couvent, ma sœur. « Je sais, ma sœur. Allez, en paix. Et je t'en suis reconnaissante. Maintenant, laisse-moi, je t'en prie. » Verona s'inclina et quitta la pièce, mais la reine savait qu'elle ne tarderait pas à revenir. Verona ne restait jamais loin d'elle bien longtemps. La porte à peine refermée, la reine s'approcha du miroir. Un rituel auquel elle se consacrait quotidiennement depuis l'enterrement. Elle désirait tant voir apparaître l'esclave. Il a un nom, il s'appelle l'esclave. Géo, c'est pour toi ça. L'esclave, avec un E majuscule. Hein. Je vais vous renommer comme ça sur le Discord. Esclave. Elle voulait des nouvelles de son mari. Elle avait un besoin impérieux de s'assurer de son bien-être dans l'autre monde. Mais le miroir ne lui renvoya une fois de plus que son propre reflet. Elle regarda le triste spectacle en silence. Elle avait l'air exténuée. Ses yeux gonflés et ses joues creuses faisaient ressortir toutes les imperfections de sa peau. Ah, ses cheveux n'avaient pas été lavés ni brossés depuis des lustres. Elle était dans un état désespérant. Sa beauté d'autrefois n'avait peut-être été qu'un enchantement après tout, un sort lancé par son mari. Puis, à sa mort, cette beauté mensongère avait disparu avec lui. Comment avait-elle jamais pu croire qu'elle était belle, qu'elle ressemblait à sa mère ou pouvait rivaliser avec la première épouse du roi ou même la petite Blanche? Alors qu'elle fixait ce visage qu'elle détestait et se sentait plongée dans un désespoir dont elle ne sortirait jamais, quelque chose commença à prendre forme dans le miroir, dans une sorte de brouillard tourbillonnant. Je lis vos conneries dans le chat. Bellon qui me dit oui maîtresse, fouette-nous, t'inquiète pas, ça va venir. Et éléphant, une solution, le masque. Exactement. Exactement.
Moi, je me suis dit, le masque, c'est pas si mal quand on veut se... Quand on a une sale tête le matin, quoi. Alors, j'en étais où? L'esclave apparut. La reine sentit une étincelle d'espoir, voire de joie, s'allumer en elle. « Cela fait bien longtemps, ma fille. As-tu aimé l'enterrement ?» Oui, non, on kiffe les enterrements. « La cérémonie était à la hauteur de l'homme auquel elle rendait hommage, répondit la reine en se raidissant. Maintenant j'ai besoin de toi. Que veux-tu ? Des nouvelles de mon époux. Les nouvelles du roi ont pris fin avec sa vie, siffla l'esclave en riant. Ne vois-tu pas tout ? Je ne peux pas voir par-delà la tombe. En revanche, je vois tout dans les terres des vivants. Des choses qui t'attristeraient terriblement, ou d'autres qui pourraient te rendre heureuse, très heureuse. Un petit porno dans le miroir, là. Qu'est-ce qui pourrait bien me rendre heureuse maintenant que mon mari est mort ? Je pense que tu le sais. De quoi il parle celui-là ? Sur ces mots, le visage disparut. La reine tambourina du poing sur la surface lisse et appela l'esclave, en vain. Elle était sûre qu'il reviendrait, et cette fois, elle serait prête. En attendant, elle avait un message à envoyer. Bien qu'elle vécût à quasiment un royaume de distance, les triplets arrivèrent à peine un jour après la missive de la reine. Verona leur fit traverser le château en maugréant. Les sœurs trottinaient et discutaient, comme d'habitude, et elle considéra leur rapide arrivée comme une anomalie de plus à ajouter à une liste déjà longue. Blanche-Neige les évita soigneusement, et les serviteurs semblèrent perturbés par leur présence, mais pas outre mesure. Les habitants du château n'eurent pas à les supporter longtemps, toutefois. La reine avait demandé à les recevoir dans sa chambre dès leur arrivée. « Bienvenue, chère cousine, dit-elle. » Lucinda prit la parole. « C'est un privilège, finit Ruby. Les cicatrices de la perte de votre mari se voient sur votre visage, constata Martha en lui arrachant un cheveu blanc. Ça se fait trop pas. Mal à l'aise, la reine fit un mouvement de côté. Autrefois, elle les aurait bannis du royaume pour avoir osé faire une chose pareille, mais elle avait besoin d'elles. Elles étaient les seules à pouvoir l'aider. Lors de notre dernière rencontre, commença-t-elle. L'enterrement, l'interrompirent les sœurs. Quelle triste journée, si triste, si triste, si triste. Lors de notre dernière rencontre, reprit la reine, vous avez mentionné mon miroir. Un inquiétant sourire se dessina sur leur visage. Le miroir magique, déclara Lucinda. Le portail vers l'autre monde, poursuivit Ruby. Qui contient l'âme du miroitier, ajouta Martha. J'aurais pu faire une voix différente pour les trois. Vous êtes donc au courant, constata la reine. Bien sûr, nous l'avons créé. Pas que nous l'ayons façonné ni doré, mais nous avons capturé l'âme du miroitier. Nous ne l'avons pas capturé, cracha Lucinda. Il nous l'a accordé. On dirait les trois personnes avec le diable là. Quand elles vont chez un random mec et elles croient que c'est le diable. Faut pas parler au maître d'une telle façon. Non, non, non. Elles sont à fond. Et nous l'avons attrapée, tissée dans une toile en soie d'araignée quand elle a quitté son corps et qu'elle s'est élevée, élevée, élevée. Nous l'avons prise et nous l'avons enfermée. Dans le miroir magique. N'oubliez pas, mes sœurs. Mes sœurs, chantons. N'oubliez pas, mes sœurs. Ils font ça dans le film. C'est lui qui a demandé, qui a supplié. C'est lui qui a échangé son âme. Les sœurs ricanèrent. J'exige que vous m'en disiez plus, ordonna la reine, sans se départir de son calme. De quel échange parlez-vous? D'une même voix, elles lui firent la réponse la plus précise qu'elle eût jamais entendue de leur part. Voyez-vous, la femme du miroitier voulait un enfant plus que tout au monde, mais elle était stérile. Le miroitier ne supportait pas sa tristesse. Nous non plus, nous n'aimons pas la tristesse. Alors nous lui avons proposé notre aide. Nous lui avons dit que nous pouvions faire en sorte que sa femme enfante. Mais il y aurait un prix à payer, et non des moindres. Son âme, laissa tomber la reine. Les sœurs hochèrent la tête. Ainsi elle eut un enfant, mais le miroitier nous devait beaucoup. La reine étudia ses propres émotions avec étonnement. Elle aurait dû haïr ces créatures pour ce qu'elles avaient fait subir à son père, mais elle le détestait tellement qu'elle trouvait finalement cet étrange emprisonnement très réconfortant. Poursuivez, ordonna-t-elle. Lorsque l'enfant est né, nous avons scellé notre accord. Il avait son cadeau, cet enfant, et nous aurions son âme au jour de sa mort. Quel dommage, quelle ironie, que ta mère n'ait pas survécu pour profiter de son sacrifice. Plus tard, nous avons donné le miroir à ton mari, poursuivit Lucinda, et il te l'a offert en cadeau, conclut Ruby. Ma pauvre, cela a dû être tellement dur pour toi, sans aucun de tes deux parents bien-aimés, sourit Martha. Toutefois, ton père sera toujours près de toi, ajouta Lucinda. Je crois avoir entendu quelque chose aux funérailles. Vous avez parlé du miroir de mon père et du fait qu'il fallait le dompter, expliqua la reine, de plus en plus mal à l'aise et anxieuse.
Tu as des problèmes? Le miroir ne fonctionne pas? Tu n'arrives pas à invoquer ton père, ma chère? Elle prenait la parole si vite les unes après les autres qu'il était difficile de suivre leurs propos. Pouvez-vous m'expliquer comment contrôler son esprit? Es-tu sûre que c'est ce que tu veux, ricanèrent-elles. La reine hocha la tête. Tu pourrais découvrir que ces mots causeront ta perte. Montrez-moi, leur intima la reine. C'est un ordre. Les sœurs approchèrent du miroir d'un pas traînant, se prirent la main puis levèrent les bras. Esclaves du miroir magique, accours du plus profond des espaces, par les vents et les ténèbres nous te l'ordonnons, parle et montre-nous ta face. C'est dans Blanche-Neige, les gars, je veux dire dans le dessin animé. Trop bien ça. Elle dit ça vraiment? Esclave du miroir magique, accours du plus profond des espaces, par les vents et les ténèbres nous te l'ordonnons, parle et montre-nous ta face. Elle fait ça. Après, elle se prend le vent là. Elle dit oh ma reine. Par contre, c'est une espèce d'esclave, genre oh ma reine. C'est une carpette. Hein. Un vent froid balaya la pièce et agita les rideaux. Une flamme apparut dans le miroir, sitôt suivie d'un visage flottant dans un brouillard violacé comme les fois précédentes. Pourtant, quelque chose avait changé. Le visage était quasiment sans expression et beaucoup plus docile qu'auparavant. Les sœurs avaient-elles dit vrai? Leur incantation l'avait-elle dompté? Il est là. C'est lui. Là, mon doigt il sort du cadre. C'est le miroir. C'est lui la carpette. Oh, ma reine. Ouais, nous on dit ma reine avec style. Ouais, lui il est en mode ma reine. Tu sais, il est super blasé. Non, il a la bouche comme ça. Je le fais vachement bien. On dirait le miroir. Un vent froid, j'ai dit ça alors. Ok. Que voulez-vous voir, sœur? Non, c'est pas ça. Les sœurs avaient-elles dit vrai? Leur incantation l'avait-elle domptée? Que voulez-vous voir, sœur? Pourquoi es-tu si indisciplinée avec ta nouvelle maîtresse? Ok, c'est lui qui parle. Putain, c'est pas clair, hein. Que voulez-vous voir, sœur? Voilà ça. Pourquoi es-tu si indisciplinée avec ta nouvelle maîtresse? Demandèrent-elles en gloussant. Je n'ai pas été tendre envers sa majesté. Vous l'avez vu et je le sais. Car elle ne m'a pas invoqué avec le pouvoir par lequel vous me tenez. Les sœurs éclatèrent de rire. Tu peux t'en aller, esclave. Le visage disparut dans un tourbillon violet. Votre majesté est-elle satisfaite de sa leçon? Oui, répondit la reine en souriant. Vous pouvez vous retirer. Une dernière chose, ajouta Lucinda. Nous t'avons laissé un autre présent, poursuivit Ruby. Tu le trouveras dans ton donjon, précisa Martha. Fais-en bon usage, conclut Ruby. Une fois la nuit tombée et les sœurs loin du château, la reine approcha du miroir magique. Elle était toujours fatiguée mais avait bon espoir d'obtenir ce qu'elle voulait. Elle était si concentrée sur le miroir qu'elle n'accorda pas une seule pensée au deuxième présent évoqué par les sœurs. Elle étudia longuement ce qu'elle allait demander. Puis elle récita l'incantation pour invoquer l'esclave. « Que veux-tu voir, ma reine ?»« J'exige des nouvelles de mon époux. Va-t-il bien? Est-il parmi les dieux ou les démons ?»« À ta question, j'ai déjà répondu. Je ne peux voir ce qui peut être vu, ce qui ne peut être vu. » À ta question, j'ai déjà répondu. Je ne peux voir ce qui ne peut être vu. Exact. On dirait le miroir même dans The Wolf Among Us. La reine réfléchit. Tout espoir de connaître le sort de son mari l'abandonna rapidement. Elle distinguait à peine son reflet derrière l'esclave, mais ce qu'elle pouvait en voir la terrifiait. Elle devenait aussi laide que son père l'avait toujours dit. Si elle ne pouvait avoir de nouvelles du roi, une seule chose lui remonterait le moral. « Dis-moi, miroir, qui est la plus belle de toutes ?» demanda-t-elle au désespoir. « Es-tu sûre de vouloir que je réponde ?»« Certaine, dit-elle en serrant les dents. « N'oublie pas que je te dois la vérité. »« Si ce n'est pas moi, dis-moi qui !» s'exclama la reine en proie à la colère. « Je n'ai pas dit que ce n'était pas toi, je te préviens seulement que je ne peux mentir. Il faut que tu le saches avant de t'aventurer sur de tels sentiers. » « Qui est esclave ?» insista la reine. « Qui est la plus belle de toutes ?»« Ta souffrance t'a marqué. Tu as les traits... »« Réponds !» hurla la reine en frappant la cheminée du poing. « Qui est la plus belle de toutes ?»« C'est toi, ma reine. » L'esclave disparut dans la brume et la reine put de nouveau voir son propre visage. Elle plissa les yeux et un sourire mauvais étira ses lèvres, en mode « Ah. Chapitre 13. Jalousie. Peu de temps après son échange avec l'esclave, je sens que ça va escalader quickly là. Elle va se mettre à détester la gamine.
Peu de temps après son échange avec l'esclave, la reine quitta enfin sa chambre, plus majestueuse que jamais. Comme Verona s'y attendait, le royaume n'avait qu'une hâte, faire un triomphe à sa souveraine. Toute la journée, elle fut entourée d'une cascade de pétales de roses rouges rappelant les festivités de son mariage. Leur vue réveilla une douleur atroce dans sa poitrine et elle sentit les larmes monter. Blanche se jeta contre elle en serrant fort ses robes, tandis que Verona les regardait avec tendresse. « Tu m'as tellement manqué, maman !» s'exclama l'enfant. L'oncle Marcus et la tante Viviane agitèrent gaiement la main et la foule laissa éclater sa joie lorsque leur reine prit la petite fille dans ses bras. Les banquets et les réjouissances se succédèrent. Quand la reine regagna sa chambre ce soir-là, elle avait plus d'assurance qu'auparavant. Elle approcha du miroir et lança à son reflet « Je suis la plus belle de toutes ». Elle avait l'impression de revivre. Elle devait son soulagement à l'enthousiasme de ses sujets, certes, mais aussi à quelque chose de bien différent. Après la mort de son père, elle avait cru exorciser son fantôme, mais elle avait découvert que ce n'était pas le cas. Ce n'est qu'en observant son visage lui dire qu'elle était belle, la plus belle de toutes, qu'elle s'était sentie enfin libérée. Elle le contrôlait désormais, exactement comme il l'avait contrôlé autrefois, et elle n'hésiterait pas à utiliser son pouvoir. Tadam! Elle convoqua l'esclave qui se dévoila dans les flammes et les volutes de fumée violette. Miroir magique au mur, qui a beauté parfaite et pure? L'esclave, tenue de dire la vérité, reconnut qu'elle était la plus belle de toutes et la reine se tranquillisa. La crainte d'être devenue l'épouvantable sorcière que son père voyait autrefois en elle s'évanouit pour de bon. Ses doutes disparurent. Même l'énorme chagrin provoqué par la mort du roi s'adoucissait un peu quand elle entendait et voyait l'esclave, l'âme, le visage de ce père qui l'avait avilie et dénigrée, admettre qu'elle était non seulement belle, mais la plus belle de toutes. Elle ne tarda pas à se rendre compte qu'elle était de mauvaise humeur, amère et anxieuse, dès qu'elle oubliait de consulter son miroir. Elle s'en prenait facilement à ses serviteurs, et même à ses proches, Verona et Blanche. Elle respirait avec peine et sentait sa cage thoracique se refermer sur elle. Elle avait le Covid. Tu m'étonnes qu'elle a ripé quand son père n'a plus dit qu'elle n'était pas la plus belle. Elle savait que la seule solution était de céder à son obsession et de rejoindre le miroir, le visage de son père, pour l'entendre lui dire qu'elle était belle, la plus belle de toutes. L'invocation de l'esclave devint ainsi un rituel dans sa vie. Submergée par la vanité et encore dévastée par la mort de son époux, elle le consultait quotidiennement. Les mots de son père éloignaient ces terribles cauchemars. La douleur du deuil, l'âge, la répugnante créature que le miroitier avait toujours vue en elle. L'esclave, de son côté, lui disait immuablement la vérité. Elle était la plus belle du royaume. Un jour, pourtant, sans crier gare, sa réponse changea. Célèbre est ta beauté, majesté. Pourtant, je vois une jeune femme. Une rage incontrôlable s'empara du cœur de la reine. Elle n'avait jamais ressenti quelque chose d'aussi violent. C'était tout à la fois horrible et merveilleux. Elle n'avait jamais été aussi envieuse et n'aurait pu imaginer que la jalousie serait capable de générer une telle colère, voire de la haine. Et en même temps, elle jouissait d'un pouvoir indéniable. Qui est-ce? Parle, esclave! Le chagrin et le deuil n'ont pas marqué son visage, qui n'a pas non plus les rides de l'âge. La douleur a, hélas, laissé en toi moins de grâce. Cette servante... Une servante? Je ne peux nier ta beauté, majesté, mais je ne peux pas non plus mentir. Verona te surpasse. Elle est la seule du royaume dont la beauté est plus grande que la tienne. Oh merde. Ma nouvelle grimace en faire un emote. Un emote miroir. Bon, ça sent pas bon. Hein. Pour Verona. Ouais, oh mon god. Alors, j'aurais... Quoi? Ah oui. J'aurais tout donné pour ton amour quand j'étais enfant. J'aurais été comblée si tu m'avais accordé ne serait-ce qu'un mot d'approbation. Et maintenant, tu t'en sers pour nous détruire, moi et la femme que j'aime le plus au monde? La seule famille qu'il me reste? Non, je ne te crois pas. D'ailleurs, je ne crois pas à toute cette histoire. Je suis certainement en train de rêver, ou bien j'ai été ensorcelée. Je vais me réveiller et tout ceci n'aura été qu'un cauchemar provoqué par la douleur. Serais-tu plus heureuse sans moi, ma reine? C'est parce que tu l'as voulu que je suis là. Puisque ma présence te déplaît, je te laisse.
et j'atteindrai ton appel. » L'image de l'esclave disparut du miroir. Au même instant, évidemment, Verona entra en tenant Blanche par la main. Elle était rayonnante. Pour la première fois de sa vie, la reine la détesta. « Navré de vous déranger, votre majesté, mais la réception célébrant la première lune écoulée depuis votre retour parmi nous va commencer. » J'ai rien compris à la phrase. « La réception célébrant la première lune écoulée depuis votre retour parmi nous va commencer. J'ai pensé que nous pourrions vous accompagner dans la grande salle où tout le monde vous attend. »« Bien sûr. Merci, Verona. » En vrai, elle est comme ça. Derrière ces politesses de façade, la reine sentit que quelque chose venait de se rompre entre elle et sa dame de compagnie. « Êtes-vous prête ?» demanda Verona, visiblement gênée par son regard. « Je dois d'abord embrasser ma fille. Comment vas-tu, ma chérie ? » « Je suis heureuse de te voir, maman. Tu m'as manqué quand tu étais malade, et je suis contente que tu ailles mieux. »« Tu m'as manqué également, ma colombe, et je suis désolée de ne pas t'avoir vue aussi souvent que je l'aurais dû pendant ma convalescence. »« Je suis tellement contente de te retrouver. Tu es très jolie aujourd'hui. Et Verona aussi, tu ne trouves pas ? » Ferme ta gueule, parce que là, tu vas... Pas d'huile sur le feu. »« Elle est très belle, en effet, » répondit la reine d'un ton morne. « Allons-y, profitons de notre journée. » Les trois beautés descendirent dans la grande salle. L'imagination de la reine lui jouait-elle des tours, ou de nombreux courtisans regardaient-ils vraiment sa dame de compagnie? Elle tenta de chasser les mots de l'esclave de son esprit, en vain. Ce soir-là, et les jours suivants, il continua de lui donner la même réponse. Verona était la plus belle de toutes. La reine était déchirée entre son amour pour cette femme qu'elle considérait comme une sœur et son... Était-ce également de l'amour, ce qu'elle éprouvait envers son père? Non, c'était quelque chose de plus terrible. Elle était obsédée par son approbation, elle en dépendait. Et Verona, par sa simple présence, l'empêchait d'entendre les mots dont elle avait tant besoin. Pourquoi désirait-elle tellement son approbation, d'ailleurs? Quel genre d'homme était-il s'il la trouvait belle uniquement parce qu'elle avait cédé à la jalousie? Et quel genre de femme cela faisait-il d'elle? Mais la reine parvint à se convaincre que ce n'était pas par pure vanité qu'elle décida d'envoyer Verona en mission diplomatique dans un autre royaume. Ah, c'est tout. Elle l'envoie en mission diplomatique. Ah merde. Je pensais qu'il y allait avoir un peu du juteux. Non, c'était pour sa tranquillité d'esprit et dans le but de préserver leur amitié. Verona versa bien des larmes lors de son départ, comme Blanche. La petite avait déjà tant perdu et voilà que la femme dont elle était la plus proche après sa belle-mère la quittait à son tour. La reine, en revanche, resta impassible et glaciale. Dès que le carrosse de Verona se fut mis en route, elle tourna les talons, cap au vent, puis monta dans sa chambre. Le froid est pour elle le prix de la liberté. Elle claqua la porte et eut une hésitation en approchant du miroir magique. Et si cela ne suffisait pas? Si Verona n'était que l'une des nombreuses femmes du royaume dont la beauté surpassait la sienne? Elle finit par réunir son courage pour appeler l'esclave. Tout en retournant ses motivations dans son esprit, elle espéra presque que le visage ne se matérialiserait pas dans les flammes qu'elle apercevait déjà. Elle ignorait quelle possibilité la rassurerait le plus, qu'il vienne ou ne vienne pas. L'esclave apparut au centre des tourbillons de brume. « Que veux-tu voir, ma reine ?»« Miroir magique au mur, qui a beauté parfaite et pure ?»« Ma reine, c'est toi qui es la plus belle, maintenant que Verona vit sous d'autres ciels. » Cieux. La reine sentit la tension se dissiper et tous ses muscles se relâcher. Elle inspira profondément et poussa un long soupir. Pourtant, elle était toujours troublée. Qu'était-elle en train de devenir? Comment pouvait-elle privilégier sa beauté au détriment de sa meilleure amie? Esclave, j'ai une autre question pour toi. Je ne suis tenue que par la vérité, ma reine. Je suis peut-être la plus belle, mais comment puis-je de nouveau être heureuse? Le bonheur est la beauté, et la beauté est le bonheur. La beauté met la joie dans tous les cœurs, ceux des hommes, des femmes et des enfants. Si seulement c'était vrai, soupira la reine. Chapitre 14. Le charme de l'innocence. Après le départ de Verona, il ne se passa pas une journée sans que la reine ne consulte le miroir. Entendre son père lui dire combien elle était belle lui remontait le moral. Néanmoins, elle se sentait plus seule que jamais. Peut-être se tournait-elle vers l'esclave pour pallier la perte de son mari
et la solitude qui la frappait. Elle avait toutefois l'impression que quelque chose d'autre la poussait à chercher l'approbation et l'amour du miroitier. Elle ressentait le besoin de s'admirer juste pour être sûre d'exister, pour se rappeler qu'elle était un être humain, pas une nappe de brouillard gris hantant les murs du château. Elle ne se sentait réelle et vivante que quand elle voyait son reflet. Elle était belle et puissante, invincible même. Sa vie suivait une routine monotone. Après avoir consulté le miroir magique, elle se retirait dans son donjon. Elle avait totalement oublié le cadeau dont les sœurs avaient parlé lors de leur deuxième visite. Elle était si obnubilée par le miroir qu'elle ne pensait guère à autre chose. Mais des mois plus tard, elle reçut une missive portant simplement ces mots. « Es-tu contente de nos présents ?» Le pluriel lui rappela que les sœurs lui avaient en effet laissé une deuxième surprise. Cela pourrait peut-être détourner son attention du miroir ou la rendre encore plus puissante. Dans le donjon, elle trouva un vieux coffre cabossé. Lorsqu'elle l'ouvrit, des chauves-souris s'en échappèrent. Ah, c'est les chauves-souris d'Aladin, ça, putain. Et elle dut relever les bras pour se protéger le visage de sa cape. Puis, elle découvrit les cadeaux. Des livres de sorts, des mortiers et des pilons, des flacons et des fioles au contenu mystérieux, comme de la poussière de momie, des yeux de crapaud ou des croûtes d'œil. J'ai eu un petit haut le cœur en entendant croûte d'œil. Merci Marine pour ton follow, c'est gentil. Salut tout le monde. Salut Damstein. Et sans oublier un chaudron. La reine s'intéressa vivement au grimoire et apprit rapidement à utiliser les formules magiques ainsi que les différents ingrédients. Ses premiers sorts ne furent pas des succès, loin s'en faut. Mais c'est en essayant qu'on arrive, c'est en faisant des potions qu'on devient sorcière. C'est en s'entraînant qu'on arrive à la fin du niveau du génie. Un jour, peut-être. Elle tenta de rendre ses cheveux plus foncés, aussi noirs que l'aile du corbeau, mais le charme modifia leur texture plutôt que leur couleur, et elle dut se couvrir la tête plusieurs jours afin qu'on ne voie pas ses plumes. Une autre fois, elle se retrouva avec les mains vertes et hérissées de verrues. Elle voulut également créer une potion pour rendre sa voix plus mélodieuse que n'importe quelle autre, mais elle commença à coasser comme un crapaud. Lorsqu'elle essaya de préparer un antidote, elle chanta comme un oiseau puis siffla comme un serpent avant de retrouver enfin une voix normale. Alors que ses sujets attribuaient ses absences au chagrin, elle restait enfermée dans sa chambre ou son donjon afin d'y pratiquer la magie durant des semaines, des mois, des années. Elle passait aussi beaucoup de temps sur les remparts d'où elle surveillait le royaume. Peut-être guettait-elle la moindre menace susceptible d'attaquer sa beauté. La reine aurait dû s'étonner d'être devenue si froide et solitaire. Mais elle trouvait cela parfaitement compréhensible. Elle ne voulait plus jamais revivre la douleur qu'elle avait endurée à la mort de son mari. Et elle ne se sentait plus dénuée de tout. Grâce à sa beauté, elle possédait quelque chose que les autres pouvaient aimer et admirer, voire craindre. Et elle avait la ferme intention de la conserver par tous les moyens. Elle voyait son cœur comme un miroir brisé dont les morceaux s'entrechoquaient en elle, ce qui lui donnait l'impression de ne plus du tout être humaine. Elle s'était éloignée de ses proches, elle gardait même ses distances avec Blanche-Neige, de peur de voir son cœur voler en poussière si la jeune fille devait lui être arrachée. Elle était incapable de passer plus de quelques instants en sa compagnie. La beauté de Blanche grandissant d'année en année, la reine commença à ressentir autre chose que de l'amour pour elle, quelque chose de terrible, mais elle refusait d'y penser. Un matin, très longtemps après la mort du roi, on frappa à sa porte. C'était Tillet, sa dame de compagnie depuis le départ de Verona. Tillet s'exprimait toujours à voix basse. Blanche adorait cela, mais la reine ne le supportait pas, et y voyait une marque de faiblesse. « Majesté, où voudrez-vous prendre votre petit déjeuner aujourd'hui ?» La reine grimaça et Tillet se raidit, prête à affronter ses réprimandes. « Dans la grande salle, bien sûr, espèce d'idiote, comme d'habitude !» Devant l'expression désemparée de Tillet, la reine ajouta d'un ton excédé. « Qu'est-ce qu'il y a? Parle !»« C'est que Blanche-Neige aimerait manger dans le petit salon pour changer. Blanche-Neige est-elle la reine de ce royaume ?»« Non, bien sûr que non, votre majesté, » bégaya la pauvre femme. « Dans ce cas, fais servir mon petit déjeuner dans la grande salle et dis à Blanche-Neige qu'elle mangera avec moi. »« Oui, votre majesté. Ce sera tout. Merci. » Déjà, elle dit merci, moi j'aurais pas dit merci. Enfin, si j'étais elle, quoi. La reine se demanda pourquoi elle était entourée d'écervelés. Elle n'était sûrement pas aussi insolente qu'elle l'avait été à leur âge, quand elle avait leur âge. Hein? Elle n'était sûrement pas aussi insolente quand elle avait leur âge. Ah, je crois qu'elle était insolente. Ah ouais. Servir le petit déjeuner dans le petit salon, quelle drôle d'idée. C'est vrai que moi je me mets vachement en colère pour ça. Putain, servir le petit déjeuner dans le salon, c'est ce que je fais.
Enfin, je prends pas de petit déjeuner. Enfin bref. Elle sortit de son lit, tira les rideaux et regarda dans la cour. Blanche, plus jolie que jamais, était assise sur la margelle du puits, le puits de la reine en réalité, et nourrissait les merles bleus. Elle chante comme ça dans les années 40. Elle ne sembla pas s'en apercevoir, mais un séduisant jeune homme qui passait près du château arrêta son cheval pour l'observer comme envoûté par sa beauté. La reine surprit dans ses yeux l'étincelle du coup de foudre. Elle referma les rideaux d'un geste sec et se tourna vers son miroir. Miroir magique au mur, qui a beauté parfaite et pure? Tu es la plus belle, majesté. La reine sourit, mais un bloc de glace semblait s'être lové en elle. L'intérêt du jeune homme pour Blanche-Neige lui déplaisait. Était-elle jalouse? Était-ce pour cela qu'elle s'était précipitée vers son miroir? Après tout, elle n'avait que son vibro. Non, je rigole, évidemment. Je n'ai pas écrit. Je pense qu'elle est jalouse pour ça, parce que Blanche-Neige, ça va y aller. Alors que elle, du coup, ça fait des années que ça n'y va plus. Elle n'a plus de piles. C'est pour ça. En voulait-elle à Blanche-Neige d'être si belle, si jeune? Ou était-elle seulement animée de bonnes intentions? Voulait-elle la protéger de l'amour? De l'amour ou du... hein? Après tout, la reine avait aimé. Elle aussi. Et voilà où elle en était. Ah bon, tu crois vraiment que c'est pour ça? Elle descendit dans la grande salle. Avec le temps, elle avait fini par l'apprécier exactement pour les raisons qui lui déplaisaient lors de son arrivée. La pièce était majestueuse et imposante. Elle avait l'impression d'y être véritablement reine et aimait s'installer sur le trône dans la lumière bleutée des vitraux en ogive. Blanche était là, assise à droite de la place d'honneur, pure, innocente et belle. C'est ça, je pense, Éléphante a raison. Elle veut pas être grand-mère, en fait. Je crois que ça la stresse un peu de devenir mamie. Ça doit être ça. La reine approcha de son siège et d'un geste indiqua à Blanche de se lever pour la saluer. « Bonjour, mère », souffla Blanche en se redressant après une hésitation. « Bonjour, Blanche. » Puis la reine s'assit et fit signe à Blanche d'en faire autant. « J'apprends que tu préférerais prendre le petit déjeuner dans le salon. » J'avoue que c'est quand même pas trop un motif, ça. J'apprends que tu es rentrée tard hier alors que je t'avais dit de rentrer plus tôt. Non, là, c'est j'apprends que tu veux bouffer dans le petit salon, tu vois. Cela serait agréable pour changer. Ah oui, on va parler comme Blanche-Neige avec les nains. Oh, simplet. Cela serait agréable pour changer. Cette pièce est trop grande pour nous deux. Quand j'étais enfant, je me souviens que nous mangions dans les petites salles à manger où le... Assez! Explosa la reine. Arrête de faire ta mijaurée. Non, c'est pas ça. Elle se souvenait bien de ses jours heureux, mais elle ne pouvait plus prendre ses repas dans ses pièces. L'absence de son époux était trop douloureuse. Elle s'est pas passée à autre chose quand même. Enfin, je comprends un peu, tu vois, mais... je veux dire, je comprends un peu. Bon, bref. Et Blanche avait tellement grandi. L'innocente enfant laissait la place à une belle jeune fille. La reine... Peut-être elle se sent attirée aussi. Ah, là, va y avoir de l'action. Blanche et la reine, ça serait bien. C'est pas ça. On dirait que c'est pas ça. Je regarde vite fait. On dirait qu'il n'y a pas de ça, malheureusement. La reine leva les yeux vers le visage gravé dans le manteau de la cheminée. Il affichait une expression sévère, comme si la femme de Pierre lisait dans ses pensées et les désapprouvait. « Je préfère cette pièce, Blanche. Nous en avons déjà parlé. Si tu veux manger dans le petit salon, vas-y. Tu peux prendre tes repas où bon te semble, mais je ne me joindrai pas à toi. »« Nous ne nous verrions plus du tout si nous ne mangions pas ensemble » nota Blanche d'un ton déçu. « En effet. » Blanche se contenta de secouer la tête. « Je suis fatiguée de ton attitude, ma fille. Ne me regarde pas comme ça. Je t'ai dit que tu peux manger où tu le souhaites. Que veux-tu d'autre ?»« Rien, mère, » répondit tristement Blanche. « Très bien. Cela fait un certain temps que je veux te parler de quelque chose. Il est grand temps que tu prennes des responsabilités. Tu n'as aucun talent particulier, et dans la mesure où tu n'as pas non plus de prétendant, nous ne pouvons compter sur ton mariage. J'ai demandé à Tillet de te fournir une tenue de travail, afin que tu puisses l'aider dans les tâches ménagères. Je pense que cela te fera le plus grand bien. »« Aider Tillet ne me dérange pas, je le fais déjà régulièrement. Mais je ne veux pas que tu abîmes tes jolies robes. Tu devras porter une tenue appropriée. »« Bien sûr, mère. » Va voir Tillet. Elle te donnera des guenilles qui conviendront parfaitement au type de travail qui t'attend. Blanche se leva et sortit rapidement. La reine soupira longuement et se souvint de quelque chose que Nounou, ah là voilà celle-là, elle est revenue, lui avait dit durant son adolescence, après lui avoir dit qu'elle allait crever et être avec sa mère danser dans le ciel. Elle lui a dit autre chose, on va voir. Ne crois pas aux mensonges de ton père. Il ne te voit pas telle que tu es et j'ai peur pour ton âme si tu laisses la noirceur toucher ton cœur. Tu es vraiment belle, mon enfant, ne l'oublie jamais, même si je ne suis plus là pour te le rappeler. Elle est toujours en train de parler de ça, elle.
bientôt je serai dans le ciel. Elle avait toujours été belle, et son père était contraint de lui dire la vérité maintenant que son esprit était prisonnier du miroir. La reine savourait ce pouvoir immense. Elle se leva, quitta la salle et s'arrêta près d'une tapisserie représentant un grand pommier fleuri recouvert de corbeaux. Elle se souvint de l'histoire qu'elle avait racontée à Blanche bien des années plus tôt. Elle se sentait désormais aussi isolée et seule que la femme du comte, celle qui pouvait se transformer en dragon. Elle était si différente des autres. Elle souleva la tapisserie et entra dans un passage secret menant au donjon. Elle effleura les murs en descendant. La pierre était froide et dure sous ses doigts. Une fois arrivée, elle ouvrit les fenêtres pour aérer et aperçut un gros corbeau sur la saillie. La saillie. Elle passait moins de temps dans le donjon que lorsqu'elle avait découvert les grimoires et les potions, mais elle s'y rendait toujours régulièrement en fin d'après-midi ou le soir. Elle s'était familiarisée avec les livres des sœurs et leurs sorts qui lui permettaient de rester jeune et belle. Récemment, elle avait tenté de nouveaux sortilèges. Elle avait la beauté et le pouvoir, mais elle en voulait plus. Au début, les manuscrits l'avaient un peu effrayée, mais elle s'était habituée à leurs épaisses reliures de cuir, parfois décorées de têtes de mort ou d'un titre indiquant de quel type de magie ils traitaient. Ils ne lui semblaient plus sinistres, bien au contraire. Que de chemin parcouru depuis ses premiers sorts ratés. Les grimoires étaient devenus de vieux amis maintenant. D'effrayants oiseaux noirs qui parcouraient le ciel et lui rapportaient des informations, dit-elle en citant l'histoire qu'elle avait racontée à Blanche. Par un soir pluvieux, comme si elle l'avait invoqué, le corbeau sauta dans la pièce par une fenêtre et l'observa de ses grands yeux jaunes. Elle décida qu'il pouvait rester. Il lui tiendrait compagnie pendant sa lecture. Puis elle entendit une voix. « Pardon, ma reine, êtes-vous là? C'est urgent. » La reine s'en voulut d'avoir dit à Tillet où elle se trouvait. Certes, cette pièce était isolée, mais cela n'empêcherait pas un visiteur un peu trop curieux de le découvrir. Elle demanderait tout de suite qu'on installe une porte plus épaisse et une serrure plus résistante à l'entrée du donjon. « Oui, Tillet, j'arrive. » La reine fit une caresse au corbeau et monta les escaliers pour voir de quoi il s'agissait. Tillet semblait très perturbé et n'arrivait pas à parler. « C'est... »« Explique-toi, ordonna la reine, que se passe-t-il ?»« C'est Blanche-Neige. Elle m'a aidée à puiser de l'eau et elle est passée par-dessus la margelle du puits. » La reine s'élança au dehors. Dans la cour, Blanche gisait à terre, trempée, sans connaissance. Trempée. En même temps, la tenue, ça va l'exciter, le jeune homme. Si elle a une petite tenue un peu de servante, de soubrette. N'est-ce pas? Alors, le jeune homme que la reine avait vu plus tôt était penché sur elle, bouleversé. Maintenant qu'elle le voyait de plus près, elle réalisa qu'il s'agissait du prince d'un royaume voisin. La reine porta son attention sur sa fille et son cœur s'arrêta. Sa mère, son mari, et maintenant sa fille, elle était morte. La reine était paralysée de peur et de chagrin. Puis Blanche se mit à tousser. Ses lèvres rouges rubis laissèrent passer un peu d'eau, et elle ouvrit les yeux. « Grâce aux dieux !» s'exclama la reine en la prenant dans ses bras. Soulagé, le prince plaça tendrement la main sur la joue de la jeune fille. « Je suis heureux de vous savoir en vie, dit-il. » Blanche posa les yeux sur lui, les yeux de son père, des yeux pleins de bonté. Elle le remercia et la reine put voir qu'elle tombait sous le charme. « Merci, jeune homme, intervint-elle, mais je vais me charger de ma fille. »« Bien sûr, votre majesté. Pourrais-je repasser demain pour prendre des nouvelles de la demoiselle ?» La reine constata qu'il tombait vraiment amoureux à vue d'œil. « Peut-être, si elle se sent assez bien. Tillet vous mènera à l'arrière de la cour si vous souhaitez vous rafraîchir avant de partir. Merci de votre aide. » Puis la reine prit Blanche par le bras et la fit rentrer dans le château. Chapitre 15. Une visite. Plusieurs mois s'étaient écoulés depuis l'accident de Blanche-Neige et le jeune prince qui l'avait sauvée lui avait rendu visite à maintes reprises. Ce matin-là, tandis que la jeune femme prêtait main forte à Tillet quelque part dans le palais, il sollicita une audience avec la reine. Elle savait qu'il allait lui demander la main de sa fille, mais elle ne le laissa même pas commencer. Elle voulait lui faire comprendre qu'il était inutile qu'il se présente de nouveau au château, et elle ne perdit pas de temps. « J'aimerais vous ménager, jeune homme. Mais vous me mettez en difficulté. Je vais devoir vous avouer toute la vérité. Blanche-Neige ne vous aime pas, et je ne saurais laisser ma fille épouser un homme pour lequel elle n'éprouve pas de sentiments. » Le visage du prince exprima la plus vive déception. « Je vois que vous pensiez qu'il en allait autrement, reprit-elle. J'en suis désolée, cher prince. » Lui, il croyait que ce soir... Mais non, c'est mort. Ceinture ce soir.
Blanche voulait sans doute éviter de vous faire de la peine, mais elle aurait dû être plus honnête avec vous. » Le prince partit sans ajouter un mot. La reine dirait à Blanche qu'il avait laissé une lettre, expliquant qu'il n'était pas amoureux d'elle et qu'il préférait cesser de lui faire la cour avant qu'elle ne s'attache davantage à lui. Bien qu'elle leur eût menti, la reine estimait avoir accompli son devoir. Même s'ils avaient le cœur brisé maintenant, ce n'était pas comparable au risque de perdre leur bien-aimé en raison d'une tragédie, d'une trahison ou de la mort. Elle sentait également une part d'elle-même se réjouir de la méchanceté de son acte, ce qui la terrifiait et l'excitait à la fois. Ça y est, on y vient. Enfin, elle est excitée. Elle était bien consciente que la jalousie jouait un grand rôle dans sa décision. Oui, elle enviait Blanche car celle-ci était amoureuse. Comment la reine pouvait-elle rester là à les regarder se jurer une fidélité éternelle alors que l'amour de sa vie était mort et enterré? Que penserait le roi s'il la voyait? Elle s'imaginait parfois qu'il l'observait, où qu'il fût, et qu'il la jugeait pour ce qu'elle était devenue, pour sa cruauté. Elle sentait que quelque chose était en train de prendre le dessus sur elle et qu'elle avait perdu le contrôle de ses actes. Mais elle rompit net le fil de sa pensée. Un jour, Blanche la remercierait de lui avoir épargné une telle souffrance. Elle finit par comprendre. La reine remonta rapidement dans sa chambre. Elle avait besoin de réconfort et le miroir répondit à son appel. Comme d'habitude, elle était la plus belle. Mais quand elle regarda dans le miroir, elle ne vit pas la même femme qu'autrefois. Certes, sa beauté resplendissait, mais ses yeux semblaient différents. Son visage était dur, froid et distant. Elle pensa cependant que cela lui conférait plus d'élégance et de majesté, des qualités indispensables chez une reine, mais cela ne fit pas taire ses angoisses. Elle craignait de se perdre à cause du chagrin, de la peur et surtout de sa vanité. Son seul soutien semblait être son esclave, son père. Elle sortit son attirail. Dans sa solitude, elle lui accordait de plus en plus de confiance au fil du temps. « As-tu l'impression que j'ai changé ?» demanda-t-elle. « Oui, ma reine. Comment ? Tu es majestueuse, royale et élégante. Ai-je l'air glaciale ? Non, tu n'es pas glaciale, tu es simplement devenue une femme distinguée et importante. Elle est très distinguée, la méchante reine, elle est très distinguée. Tu es la reine et tu ne saurais accorder ton temps à de banales affaires de cœur. » Des affaires de cœur. Elle avait l'impression que ses sentiments la dirigeaient encore peu de temps auparavant, mais le fait de gouverner seule les avait un peu étouffés. Comme s'il avait lu dans ses pensées, l'homme du miroir poursuivit. « Une femme de ta condition ne peut se laisser dominer par ses émotions. Elle risquerait de ne plus assumer correctement ses responsabilités. » Sur ces bons conseils, la reine retourna à ses occupations, mais elle dut bientôt faire face à un imprévu. « Votre Majesté !» cria Tillet en courant vers elle, le sourire aux lèvres. « Des voyageurs sont arrivés !»« Je n'attends personne, » répondit la reine avec amertume. « Renvoie-les. » Avant que Tillet n'ait pu appliquer ses ordres, quelqu'un entra. « Je ne vous ai pas vu depuis si longtemps, Majesté. Vous m'avez tellement manqué toutes ces années. » Vérona. La reine sentit l'émotion la submerger. Elle jeta un rapide coup d'œil dans un miroir pour vérifier qu'elle était présentable. Son cœur palpitait de joie et de crainte à la fois. Elle ne savait que penser de cette visite. Durant sa mission diplomatique, Vérona était tombée amoureuse d'un seigneur et l'avait épousé. La reine ressentit alors une émotion qu'elle commençait à bien connaître, un mélange de joie et de jalousie envers son amie. Elles avaient été si proches autrefois. Comment avait-elle pu tenir toutes ces années sans sa compagnie et son amitié? Elle n'arrivait pas à y croire, mais elle s'empressa d'enterrer ses sentiments profondément. Il ne fallait pas que son amour sape son pouvoir. Bien qu'elle eût été soulagée de la savoir loin du royaume, Vérona lui avait réellement manqué, surtout les premiers mois. La reine fut horrifiée par sa propre froideur et sa cruauté. Elle avait éloigné sa meilleure amie par vanité et égoïsme. Sa présence inespérée sembla réveiller en elle quelque chose d'humain et de chaleureux, enfoui au fond de son cœur. Au fond de son cœur. Oui, elle était contente du retour de son amie. Elle fit organiser un somptueux repas pour deux dans la grande salle. La pièce était éclairée par de nombreuses bougies et la table était recouverte de victuailles, les recettes préférées de Vérona. En dépit des mets succulents, la conversation stagnait. De quoi peut-on parler avec une vieille amie une fois qu'on a épuisé les souvenirs communs? Après le repas, elles passèrent dans le salon, où quelques spiritueux les aidèrent à briser la glace. Ah, ça y est, on y va. Elles vont se bourrer la gueule et il va se passer des choses. Quelques spiritueux les aidèrent à briser la glace. « Je regrette de t'avoir éloignée à voix la reine, bien que ce ne fût qu'une demi-vérité. Si c'était à refaire,
je pense que je prendrai une décision différente. Dans ce cas, je n'aurais jamais rencontré mon époux. Je vous en suis reconnaissante, Majesté. Vous m'avez permis de trouver le bonheur et je vous en remercie. Tu l'aimes donc? Oui, bien sûr. Pourquoi me posez-vous une telle question? Je m'inquiète pour toi, ma chère amie, c'est tout. Je ne supporterais pas de te voir souffrir si tu venais à le perdre. Il est parti à la guerre, n'est-ce pas? Tu devrais donc te préparer à sa mort. Ça va. Jamais? Pourquoi dites-vous une chose pareille? S'écria Vérona en se levant de son fauteuil. Car la vie en va ainsi, Vérona. Notre lot est de perdre ce que nous aimons et d'en avoir le cœur brisé. Je voudrais te protéger si c'était possible, mais si rien ni personne n'aurait pu me préparer à la dévastation que j'ai connue quand le roi est mort. Je me souviens parfaitement de ce jour-là, murmura tristement Vérona, et je compatis à votre peine, vraiment. Mais je ne peux vivre dans la peur de perdre mon époux, cela reviendrait à ne pas vivre du tout. Puis-je vous parler en toute honnêteté, ma reine? Oui, je t'en prie, tu es une amie de longue date. Cela te donne quelques privilèges, ajouta la reine avec une certaine froideur. Vous avez beaucoup changé, Majesté. Vous êtes encore plus belle, mais quelque chose en vous est différent. J'ai peur pour vous. Vous semblez si malheureuse et solitaire. Blanche-Neige m'a écrit plusieurs fois. Elle est inquiète à votre sujet. Vous vous êtes renfermée sur vous-même, mais elle vous aime tellement. Cela me brise le cœur, ma reine, de penser que vous êtes toutes les deux seules avec votre chagrin, alors que vous pourriez vous réconforter et vous soutenir mutuellement. Blanche sait combien elle compte pour moi. Sans elle, je mourrais. Dans ce cas, pourquoi ne recherchez-vous jamais sa compagnie? Blanche est une jeune femme remarquable. Même après toutes ces années de séparation, elle pourrait être pour vous une excellente amie, si seulement vous lui tendiez la main. Tu oses sous-entendre que j'ai abandonné ma fille? Pardonnez-moi, Majesté, je croyais pouvoir vous parler franchement. Oui, c'est ce que je t'ai demandé, mais tes mots me brisent le cœur. Tu ignores ce qu'on ressent après une tragédie telle que la mienne, et tu devrais prier de ne jamais le savoir. Je vous en supplie, ma reine, mon amie, rendez visite à votre fille, elle ne restera plus longtemps à la cour. Elle se mariera bientôt, et je ne voudrais pas la voir quitter ce royaume sans être sûre de l'amour de sa mère. L'amour de sa mère. Les mots de Vérona touchèrent la reine au plus profond de son cœur. Elle avait délaissé Blanche-Neige au profit du miroir et des grimoires des étranges sœurs. Était-elle si folle, l'esprit si dérangé par la mort de son mari qu'elle redoutait d'aimer Blanche par seule crainte de la perdre un jour? Quelle démence! Pourquoi avait-elle eu besoin des mots de Vérona pour prendre conscience de l'absurdité de son comportement? Elle n'aurait jamais dû renvoyer son amie, cette femme qu'elle avait autrefois appelée sa sœur. Elle avait vécu trop longtemps sans ses conseils et son amour. Peut-être les choses se seraient-elles passées autrement si Vérona était restée. Pour la première fois depuis très longtemps, la reine eut la sensation que son cœur ravagé pouvait de nouveau battre. « Je serais heureuse que tu demeures au château, annonça-t-elle. Je t'en prie, reste avec nous durant la campagne de ton époux. Tu as été absente trop longtemps et je refuse de te voir repartir si vite. » Avec plaisir, Majesté, je serais ravie de rester avec Blanche et vous. Merci, mon ami. Et si nous organisions un pique-nique dans les bois demain, comme autrefois, juste nous trois? Ce serait formidable. Je suis sûre que Blanche sera du même avis. Parfait. Nous nous passerons de cette idiote de Tilley. Je n'ai jamais vu plus incompétente. La reine éclata de rire et Vérona l'imita, mais leur rire n'était plus aussi complice. La reine exprimait tout son pouvoir et son mépris, tandis que Vérona s'inquiétait de plus en plus. Qu'est-ce que vous dites? Sinon, elles se mettent en couple, comme ça, il n'y a pas de participation à la guerre et pas de mort. Mais oui, j'ai dit, là, s'il pouvait se passer des choses, là, avec Vérona, qu'elle la réveille, il faut qu'elle la réchauffe un peu, là. Cette nuit-là, une fois dans sa chambre, la reine recommença à s'agiter. C'est pour s'endormir. Elle avait questionné l'esclave plus tôt dans la journée, mais c'était avant l'arrivée de Vérona. Elle devait le consulter de nouveau. Elle devait savoir. Elle tâtonna dans le noir pour approcher du miroir, invoqua l'esclave et lui posa son éternelle question. « Je ne peux dire qui est la plus belle de toutes maintenant que Vérona est à la cour, Majesté. Vous êtes aussi belles l'une que l'autre. » La reine dut résister à l'envie irrépressible de bannir Vérona, voire de la tuer. Ce fut difficile, mais elle trouva en elle une force morale qu'elle avait oubliée, le pouvoir de l'amitié et de l'amour. Elle arracha les rideaux de la fenêtre pour les enrouler autour du miroir, puis fit appeler le chasseur. Ça y est, va enfin se passer quelque chose, le chasseur entre en scène. Le chasseur. L'ami de l'oncle Marcus. Marcus, c'est celui qui se caresse le bide en faisant des clins d'œil, je rappelle. Il était probablement l'homme le plus fort de la cour et n'aurait aucun mal à exécuter ses ordres. Écoutez un peu, hein. Prenez-en de la graine. Il arriva rapidement et la reine poussa le miroir vers lui.
Emporte ce paquet avec toi et enterre-le au fond de la forêt. Ne laisse... Emporte ce paquet et enterre-le au fond de la forêt. On dirait qu'elle lui dit d'aller chier dans les bois et de faire un trou à la scout, là. Emporte ce paquet avec toi. Creuse. Et enterre-le au fond de la forêt. C'était quoi Creuse. Creuse. Ne laisse aucune trace permettant de le retrouver. Et ne me dis jamais où tu l'as enterré. Jamais. C'est clair? Peu importe, que je t'implore, que je te supplie. Non, il est de la plus haute importance que tu ne me dises jamais où il se trouve. C'est compris? Oui, ma reine, répondit le chasseur. Ne parle jamais de cette conversation et ne révèle à personne où tu l'as enterré. Et surtout, quoi qu'il arrive, n'essaie pas de savoir ce que cache ce tissu. Si tu me trahis, je le saurai. Je ne vous trahirai pas, ma reine. Je vis pour vous servir, répondit le chasseur, en s'inclinant assez bas pour... La reine le regarda monter à bord d'un carrosse tiré par 2 chevaux. Voilà, les chevaux sont de retour. Le miroir magique soigneusement posé sur la banquette. Le chasseur disparut dans la forêt en emportant la chose qui avait tant soutenu la reine depuis la tragédie, la chose qui était également devenue sa plus grande faiblesse. Chapitre 16. Une âme en peine, une âme en perdition. Non, je pensais pas qu'il se baissait jusqu'aux pieds. Je ne visais pas si bas. Une âme en peine. La présence de Verona aurait dû être d'un grand soutien pour la reine, mais celle-ci ne pouvait s'empêcher de penser au miroir magique et de s'interroger sur l'endroit où il était enterré, ce qui la rendait très agitée. Sa propre réaction lui paraissait invraisemblable. Si elle interrogeait le chasseur, il n'aurait guère le choix. Il serait obligé de lui répondre. En insistant un peu, il finirait par lui révéler où il l'avait caché. Mais était-elle prête à s'infliger une telle épreuve, à reconnaître qu'elle était trop faible pour vivre sans, et voulait-elle que le chasseur le sache également? Les jours qui suivirent la disparition du miroir furent atroces. Elle en avait tant besoin qu'elle en rêvait. J'ai trop besoin, j'en rêve. Elle se réveillait endolorie après des nuits agitées. Elle se sentait de plus en plus mal, au point qu'elle se demanda si elle n'allait pas en mourir. Ah, c'est sûr, si elle le fait trop, là, ça va l'irriter. Elle faisait souvent un cauchemar terrifiant. Quoi? Les pieds, un tue-l'amour? Oh bah, t'as raté des choses, si les pieds sont un tue-l'amour. Elle faisait souvent un cauchemar terrifiant. Elle cherchait frénétiquement le miroir dans la forêt. Les cimes des arbres obscurcissaient le ciel et elle était seule dans les ténèbres, en proie à la peur. Puis, les sœurs faisaient leur apparition. Elles allaient et venaient dans l'ombre, en changeant de forme, comme cela arrive souvent dans les rêves. La reine se retrouvait face à un amas de terre fraîchement remué et commençait à creuser. Et commençait à creuser à main nue, rongée par... À main nue? Elle nue ou ses mains? Ah non, merde, ses mains. Je me disais là, le rêve... Pas mal. À creuser à main nue, rongée par le besoin de trouver le miroir. Elle creusait. Elle creusait pendant une éternité avant que les hyènes ne viennent. Elle creusait. Elle creusait pendant une éternité, les doigts écorchés. Elle était faible et sentait que son esprit était en proie au chaos. Elle finissait par tâter quelque chose de mou et d'humide. Oh non, excusez-moi. Elle finissait par tâter quelque chose de mou et d'humide. Merde. Elle finissait par tâter quelque chose de mou et d'humide, enrobé dans un linge qui se révélait une fois le tissu retiré, un cœur humain lui barbouillant les mains de sang. « Maman ?» demandait alors une voix. Je flippe de son rêve là. Une petite fille déjà. « Maman ?» demandait alors une voix. C'était Blanche redevenue une petite fille. « Maman ?» qui faisait peur. L'air terriblement triste, son peignoir blanc maculé de sang qui coulait du trou béant. On dirait que Blanche-Neige a 14 ans, 13 ans, qu'elle vient voir sa mère pour la première fois, tu sais, du sang coulant du trou béant. Laissé par son cœur. Oh, l'esprit mal placé. Par son cœur.
Ses yeux étaient vides et sombres, sur sa peau blême, mais aussi chargés de reproches. Un peu dégueulasse ce passage, excusez-moi. J'espère que vous n'êtes pas en train de bouffer. Les sœurs étaient toujours là et ricanaient. Paralysées par la peur, la reine tentait en vain de crier. T'inquiète, le chasseur il va te faire crier, si seulement tu pouvais lui demander. Tous les matins, elle se réveillait en sueur après ce cauchemar ou un autre du même genre, tremblante, à peine capable de se tenir debout. C'est souvent ce qui arrive. Après les nuits avec le chasseur, le lendemain matin, on a du mal à marcher. Elle était anéantie. Une nuit, elle rêva des sœurs. « Par ici !» criait-elle dans la forêt, en allant et venant entre les arbres, sous un ciel lourd de nuages. Le mot d'après me fait marrer, excusez-moi. « Creuse ici !» Je te jure, il y a écrit « creuse » 4 fois par page. « Creuse ici, le miroir magique, ton esclave !»« Creuse !» Elle caquetait et ricanait. Et leur visage de poupée mais oui, je vous jure. Où est-ce que j'en suis? Elles caquetaient et ricanaient et leur visage de poupée illuminé par moments par la lune était pâle et effrayant. C'était quoi? Vite avant que les hyènes ne viennent. Quand elle se réveilla le lendemain matin, elle trouva un objet enroulé dans les tissus sales à côté de son lit. Des tissus sales? Pourquoi des tissus sales? Le chasseur a oublié ses tissus? Ses mains étaient recouvertes de terre et sa chemise de nuit était déchirée et maculée de boue. Rêvait-elle encore ou était-elle vraiment sortie chercher le miroir dans son sommeil? Pour la première fois depuis plus d'une semaine, elle se sentit de nouveau elle-même. Il lui semblait déjà reprendre des forces. Ayant écarté le linge et aperçu son reflet, elle serra le miroir dans ses bras, comme un amant retrouvé après une longue séparation. Elle avait changé. Verona avait raison. Elle n'était plus la femme qui avait épousé le roi des années auparavant. Elle était devenue quelqu'un d'autre et cela l'effrayait. Mais elle se sentait aussi plus forte et plus puissante. Elle ne se séparerait plus jamais de son miroir magique. Sa vie, son âme en dépendait. Elle arracha le tissu restant afin de contempler l'objet tout entier. Miroir magique au mur, qui a beauté parfaite et pure? Célèbre est ta beauté, majesté, mais c'est Verona qui est la plus belle de toutes. Dans ce cas, il est sans doute temps pour elle de quitter la cour, répondit la reine, les lèvres étirées en un sourire mauvais. Chapitre 17. Un nouvel adieu. Elle va crever celle-là ou bien? Le lendemain matin, alors que la reine prenait son petit déjeuner dans le petit salon en compagnie de Verona, le chasseur fit entrer Blanche-Neige. Les guenilles de la jeune femme semblaient encore plus pitoyables que d'habitude et elle avait de gros bleus sur le visage. C'était peut-être un jeu avec le chasseur, on ne sait pas. Que s'est-il passé? S'écria la reine en se levant, manquant de renverser une théière. Mon cheval s'est emballé. Je n'ai pas réussi à le contrôler. Je croyais le monter et c'est lui qui m'a monté. Elle a voulu monter Ténèbres, le nouvel étalon. Je l'ai prévenue qu'elle n'était pas prête, mais elle l'a sortie pendant que j'étais partie chasser. Tu aurais pu mourir, Blanche, cria la reine. Qu'est-ce qui t'a pris? Partir à cheval sans personne pour t'accompagner. Blanche se tut. Tu étais bien seule, n'est-ce pas? Sa fille regarda fixement ses chaussures. Tu étais avec lui, après que je t'ai expressément interdit de le revoir? Blanche baissa la tête. C'était un aveu. Va-t'en avant que je ne te frappe, siffla la reine. Je ne veux plus te voir. Il m'a répété ce que vous lui aviez dit, mère, osa répondre Blanche. Vous lui avez menti. Vous lui avez dit que je ne l'aimais pas. Comment avez-vous pu? La reine la gifla. Votre Majesté, je vous en prie, s'exclama Verona horrifiée. Silence, hurla la reine. Blanche sanglotait si fort qu'elle ne pouvait plus parler. Verona la rejoignit et passa un bras autour de ses épaules. « Je ne vous reconnais pas, lança-t-elle avec amertume à la reine. Vous êtes devenue froide et mauvaise. Il ne reste rien de l'amie que j'ai aimée autrefois. Dans ce cas, le fait que je te bannisse de mon royaume ne te gênera pas, ma chère Verona, pour toujours. J'ai bien envie de bannir aussi cet enfant incorrigible, mais elle a sa place ici, elle se rend utile. Les écuries n'ont jamais été aussi bien tenues, ni les toilettes aussi propres. » Majesté. Non. Majesté, commença le chasseur. Silence ou tu connaîtras le même sort, aboya la reine.
Blanche enfouit son visage dans l'épaule du chasseur, qui la fit sortir de la pièce, Vérona sur leurs talons. Puis cette dernière demanda au serviteur de préparer ses affaires au plus vite, et après avoir salué toutes les connaissances qu'elle n'avait pas vues depuis des années, elle quitta la cour. La reine la regarda partir puis se retira dans sa chambre. Elle approcha du miroir, redoutant la réponse de l'esclave. Elle ne parvenait pas à poser sa question. Elle ne supporterait pas d'apprendre qu'elle n'était pas la plus belle. Pas ce soir. Elle préféra donc se coucher sans le consulter, sinon ça lui aurait gâché son petit moment là. Le lendemain matin, au réveil, elle sentit que toute son énergie lui était revenue. Vérona devait être loin. Elle était certaine que l'esclave allait la rassurer. Miroir magique au mur, qui a beauté parfaite et pure? Tu es la plus belle, ma reine. Je sens une pointe d'hésitation dans ta voix, esclave. Parle. Tu es la plus belle, majesté, mais ne me questionne pas au sujet de ton cœur. Non, mais elle s'en fout, elle. Hein. C'est pas Dorian Gray. Hein. Elle s'en fout de voir sa beauté dans l'état de son cœur. Hein. S'en tape, elle. La reine cracha sur le miroir. Ah, ça y est. Elle le connaissait pour le cracher dans la bouche maintenant. La reine cracha sur le miroir, puis elle fit demi-tour et quitta la chambre, sa cape flottant derrière elle, tandis que l'esclave s'évanouissait dans un nuage de fumée violette. Chapitre 18. Hantée. Hantée et eux. Genre elle est hantée, quoi. Il y en a qui aiment. Ah oui, ça je confirme. Montre-moi, Blanche-Neige. Blanche courait dans la forêt. Alors, je vous le lis d'une voix chelou parce que c'est en italique, donc je suppose que c'est un... Montre-moi, Blanche-Neige. Blanche courait dans la forêt, terrifiée et affolée. Elle était seule et tentait de regagner le château pour retrouver sa belle-mère. La reine ferait punir le chasseur pour avoir tenté de lui faire du mal et avoir proféré ces horribles mensonges, pour avoir dit que la reine voulait tuer sa propre fille. Pauvre sotte. La forêt était vivante, primitive et dangereuse. Elle voulait la vie de Blanche-Neige. La rage de la reine animait les arbres. Les branches essayaient d'attraper la jeune fille, de la prendre au piège et de la clouer au sol. C'est Blanche-Neige dans le dessin animé, ça. Et tous les arbres. C'est que des rondins. C'est une conne, elle prend des rondins pour des crocodiles. Elle s'enroulait autour de son cou afin de l'étouffer et râpait sa poitrine pour lui arracher le cœur. La forêt réussissait là où le chasseur avait échoué. Le regard rempli d'horreur, Blanche hurla « Maman, aide-moi, je t'en prie !» Son cri réveilla le cœur de la reine. Les arbres relâchèrent la jeune fille. Blanche courait au plus profond de la forêt, là où les branches cachent complètement le ciel. Elle fuyait dans le noir, entourée de regards brillants et menaçants. Seule et effrayée, elle continua de courir, ignorant si le sentier la mènerait en sécurité ou à sa perte. La magie de la reine ne put la suivre. Blanche s'échappa de la forêt et sa mère la perdit de vue. La reine se réveilla en sursaut. Gelée jusqu'aux os, elle n'avait qu'une envie, demeurer au chaud dans son lit. Elle resta couchée pendant des jours. Elle trouvait juste l'énergie nécessaire pour consulter le miroir magique quotidiennement et de temps en temps aller jusqu'à la fenêtre afin de vérifier que Blanche-Neige faisait bien le ménage et ne retrouvait pas cet insupportable prince. Même de loin, elle constatait à quel point Blanche était devenue belle, non seulement par son apparence, mais aussi par la pureté de son cœur. Comme son père, il ne se passerait plus beaucoup de temps avant que... Non, la reine refusait d'y penser. Elle était si seule. Elle avait perdu son mari et Blanche était loin d'elle. Non, c'était un rêve. Ou pas. Toute sa vie semblait sans dessus-dessous. Rêve et réalité, imagination et cauchemar se mêlaient. Elle avait l'impression de ne plus être humaine du tout. Elle se demandait si son père avait vécu cela. Elle décelait beaucoup de cet homme en elle, ces temps-ci. Une nuit, elle se réveilla en sursaut, faible, endolorie, et la robe trempée de sueur. Elle se leva et versa un peu d'eau dans une bassine pour se rafraîchir quand elle remarqua des taches par terre, des flaques de sang, et des empreintes de pas menaient jusqu'à la porte. Elle attrapa une torche et sortit de sa chambre en suivant les traces qui la guidèrent hors du château, dans la forêt. Les arbres étaient noircis comme ravagés par un incendie, et il n'y avait ni étoile ni lune pour éclairer les lieux. L'endroit était mort, dévasté par sa jalousie et sa haine, uniquement éclairé par la torche qu'elle tenait en main. La traînée de sang s'arrêta enfin.
Un cœur était suspendu dans les branches noueuses d'un arbre mort, comme un ignoble fruit dégoulinant et luisant à la lumière des flammes. La reine resta là sans réagir, terrifiée. « Maman ?» La reine se retourna en sursaut et vit Blanche, redevenue une enfant. Son visage était pâle comme la mort, ses yeux étaient des puits noirs sans fond et sa robe blanche était couverte de sang. « Maman, est-ce que je peux récupérer mon cœur, s'il te plaît ?» La reine poussa un hurlement. Qu'avait-elle fait? « Réveillez-vous, votre majesté, supplia Tillet. Vous faites un cauchemar. Ma petite a besoin de moi. Elle est venue la nuit dernière parce qu'elle avait besoin de moi. La forêt a volé son cœur. » La femme de chambre la fixa d'un air ahuri. « Blanche-Neige est dans la cour, majesté, elle va bien. »« Mais le sang par terre là, tu vois bien. Vous avez dû briser quelque chose pendant la nuit et marcher sur un morceau de verre. Vous êtes malade. »« Non, c'est le sang de Blanche, elle est venue cette nuit, je te le jure. » Regardez vos pieds, ma reine, ils sont sales et vous saignez. Vous ne vous sentez pas bien, rendormez-vous, vous devez vous reposer. On va pas soigner les pieds par contre avant. Laisse-moi seule, espèce d'idiote. Mais majesté, je vais soigner vos... Je t'ai ordonné de me laisser. La reine regarda le sang et les morceaux de verre au sol. Blanche était entrée pendant la nuit, elle le savait. Sa petite était perdue et elle cherchait son cœur. Bien qu'elle n'ait fait pratiquement que dormir depuis des jours, la reine perdit à nouveau connaissance, épuisée. Tu dois tuer Blanche-Neige si tu veux survivre et retrouver ta beauté. Elle aurait encore préféré se débarrasser du miroir et se laisser mourir. Si Blanche-Neige reste en vie, ta fin sera lente et douloureuse, ma fille. Tu glisseras vers la mort durant de longues années, ton âme pourrira, ton corps se desséchera de l'intérieur. Tout le monde te regardera avec pitié et dégoût. Tu appelleras la mort de tes vœux, mais tu ne seras jamais libre, même quand ils t'auront mise à terre. En terre. À terre. La magie du miroir et les sorts des sœurs te maintiendront en vie dans l'obscurité. Tu voudras mourir, tu en auras désespérément besoin et tu tenteras de te donner la mort, mais ton corps n'obéira pas à ta volonté. Tu seras emprisonné en toi-même, seul, à l'agonie. Pourquoi fais-tu cela? Je t'ai haï dès le jour de ta naissance. Tout n'a été que mensonge, alors pourquoi? Pour me venger de la mort de ta mère et de la destruction de mon âme. Son père qui lui parle. La reine se réveilla de nouveau, les mots de son père résonnant à ses oreilles. Elle se souvenait avoir dit quelque chose de similaire à Verona à propos de la mort de son mari. Elle se sentait fiévreuse et ne contrôlait plus son esprit. Pourquoi ces pensées l'envahissaient-elles? Elle devient Gollum là. C'est Gollum là. Ça nous dérange. Elle voulait résister, mais ne pouvait chasser cette impression d'avoir gâché sa vie pour des souhaits sans importance et un amour que son père n'avait jamais ressenti. Et elle allait être forcée de tuer sa fille. Non, ce n'était qu'un rêve, le miroir ne la contrôlait pas. Elle avait l'esprit embrouillé. Elle ne pouvait plus distinguer la réalité du cauchemar et ne parvenait pas à rester éveillée. Elle retombait toujours dans son sommeil troublé. Elle se regardait dans le miroir. « Je suis comme toi, père, j'ai renié ma fille, je méprise sa beauté. Tu as toujours été comme moi, une partie de moi vit en toi. Il vit en toi. Tu partages mon sang. Nous sommes liés par le sang et la magie du miroir. Une part de mon âme est en toi. » Nous possédons ton âme, entonnèrent les sœurs. Si ton âme est en elle, elle nous appartient également, exactement comme ta femme avant que nous ne la prenions. Je n'appartiens à personne, cria la reine. Les sœurs éclatèrent de rire et disparurent. La reine sortit de sa chambre en tâtonnant et s'engagea sur le sentier que Blanche et elle avaient parcouru à maintes reprises quand la princesse était encore enfant. Elle perdit toute notion du temps et s'éloigna beaucoup plus qu'elle ne l'aurait voulu. Elle était de nouveau dans le bois mort. Les arbres étaient calcinés et une odeur de soufre flottait dans l'air. Elle était responsable de cette dévastation. Sa haine et sa peur avaient non seulement détruit cette forêt, mais toute son existence. Elle avait tout perdu. Du coin de l'œil, elle entrevit un objet vert et rouge dans ce paysage désolé. Une belle pomme brillante pendait d'une branche. Elle se demanda comment elle avait pu ne pas la voir plus tôt. Le fruit détonnait tellement avec les arbres morts. Il sembla lui redonner espoir. La reine décrocha la pomme et la glissa dans les plis de sa robe. Puis elle rabattit son châle sur sa tête et se dirigea vers une chaumière nichée au fond des bois. Pas mal. Elle devient Gollum là. Il y a une deuxième L dans sa tête là. Pas un piège du tout. La reine se réveilla quand Tillet plaça un linge humide sur son front. « Il me faut quelque chose à manger, chuchota-t-elle entre ses lèvres desséchées. Une pomme.
Tillet retira le linge et le plaça dans un bol d'eau parfumée à la rose. « Vous avez beaucoup rêvé, ma reine. Blanche attend dehors, elle voudrait vous voir. » La reine faillit refuser, mais elle changea d'avis. « Faites-la entrer, dit-elle. » Tillet donna un ordre au serviteur qui attendait près de la porte et celui-ci laissa passer la jeune fille. Elle était si belle, le soleil semblait suivre le moindre de ses pas. Ses vêtements en haillons faisaient d'autant plus ressortir sa beauté. Elle était si jeune, si douce et si jolie. « Je suis désolée que vous soyez si malade, mère. Que puis-je faire pour vous ? Pourrais-tu m'apporter une pomme, s'il te plaît, la pomme la plus rouge et la plus brillante que tu pourras trouver ?» Blanche et Tillet, qui continuaient d'éponger le front de la reine, échangèrent un regard inquiet. « Bien sûr, mère, j'irai cueillir une pomme pour vous si vous le souhaitez. »« Merci, ma colombe, » répondit la reine déjà à moitié replongée dans le sommeil. Elle s'arrêta près d'un grand arbre couvert de mousse. Elle savait qu'elle trouverait à ses pieds une racine aimant l'ombre et l'humidité et favorisant le sommeil. Elle s'agenouilla pour creuse, glacée et profondément consciente de la cruauté de ses intentions. La racine était bien là, comme elle le pensait. Elle sortit son petit couteau et coupa la plante qui déversa sur ses mains un jus semblable à du sang. Elle frissonna. Comme elle était mauvaise, pourquoi avait-elle commis des actes aussi abominables? Elle étala le liquide visqueux sur la pomme. Blanche céderait au sommeil, un sommeil aussi profond que la mort. La reine se demanda si elle ne devrait pas également croquer un morceau du fruit. Elle pourrait ainsi rester avec sa fille sans craindre de lui faire du mal. Elle poursuivit sa route dans la forêt et rencontra les sœurs dans une clairière. « Tu as donc trouvé la pomme empoisonnée ?» Elles la prirent par les bras et la traînèrent à l'extrémité de la clairière où se trouvait le miroir magique. Lucinda la plaça juste devant tandis que Ruby et Martha prenaient place à ses côtés en regardant son reflet, les yeux exorbités. Le beau visage de la reine se fondit alors en un masque ridé, profondément marqué par l'âge et défiguré par les verrues. Elle pouvait sentir son haleine pestilentielle s'échapper de sa bouche aux dents pourries. Elle était devenue une vieille mégère, une sorcière ignoble et répugnante. Les sœurs éclatèrent de rire quand elle leur échappa. Son vieux corps bossu courait avec difficulté. Elle me fait trop pitié la sorcière quand elle court à la fin, elle est poursuivie par les nains, tentant de s'éloigner le plus vite possible, toujours plus loin dans la forêt. Puis elle arriva près d'une chaumière. Blanche était là, mais elle ne reconnaîtrait jamais sa mère dans cet état. La princesse était si belle, elle était devenue une jeune femme. Quelque chose pourtant semblait lui faire défaut. Elle n'était pas aussi enjouée qu'autrefois. Soudain, la reine comprit qu'elle lui avait arraché le cœur. Pas physiquement, certes, Blanche était bien en vie, mais la reine l'avait anéantie en la repoussant. Blanche parlait à des animaux. La chaumière en était pleine. La reine se demanda si la souffrance de sa fille lui avait fait perdre l'esprit, et elle sentit son propre cœur se briser. Blanche pourrait-elle la reconnaître en dépit de son déguisement? Peut-être. Quelque chose dans ses yeux lui assurait qu'elle en était capable, mais c'était impossible. Un oiseau posé dans la main, Blanche adressa à la vieille femme son beau sourire. Elle semblait être redevenue une enfant, une belle femme. Elle était sûrement plus belle que la reine ne l'avait jamais été. « Bonjour, mon trésor, comment vas-tu aujourd'hui ?» Blanche-Neige la regarda comme hypnotisée. « J'ai un cadeau pour toi, ma douce, » souffla la reine en lui tendant la pomme. La jeune fille la regarda dans les yeux et saisit le fruit qu'elle croqua d'un air presque discret. Distrait. Elle s'effondra aussitôt au sol, la pomme à la main. Juste avant de fermer les yeux, elle dit « Mais mon rêve était déjà devenu réalité, maman, tu es venue. J'étais sûre que tu viendrais. Je t'aime. » La reine se pencha sur elle et l'embrassa. « Oh, je t'aime aussi, ma colombe, chuchota-t-elle à son oreille. Je t'aime tellement. » Chapitre 19, maintenant elle est possédée. À son réveil, la reine réalisa qu'elle ne s'était pas sentie aussi bien depuis des jours. Elle semblait avoir repris des forces et retrouvé tout son pouvoir et son assurance. Son rêve montrait qu'elle était torturée et perdue, certes, mais le souvenir de l'enfant chétive, pâle et cadavérique qu'elle y avait vu l'avait marquée. Au lieu de la pousser à rejoindre Blanche sur le champ pour se réjouir de la savoir en vie, cette vision de cauchemar lui remontait le moral. Comment une petite fille sans yeux et sans cœur pourrait-elle rivaliser avec sa beauté? Elle commença à se demander comment elle avait bien pu se laisser miner par la faiblesse et les sentiments. La maladie, sans aucun doute. Elle se leva pour la première fois depuis une éternité, écarta les rideaux et vit Blanche-Neige frotter le sol de la cour, près du puits à souhait, vêtue de ses guenilles habituelles. La jeune fille était si belle, sans aucun doute, mais pas autant que sa mère. La reine ordonna qu'on lui prépare un bain.
Une fois sortie de l'eau, elle passa sa plus belle tenue et posa sa majestueuse couronne sur le voile recouvrant sa chevelure sombre. Puis elle fixa sa cape violette et noire à sa robe au moyen d'un pendentif d'or et de rubis. Parfait. Elle examina son visage dans le miroir magique et sourit. Elle n'avait certainement jamais été aussi belle. Esclave du miroir magique, accours du plus profond des espaces, par les vents et les ténèbres je te l'ordonne, parle et montre-moi ta face. Le miroir fut envahi de flammes et laissa apparaître le visage de l'esclave. Que veux-tu voir, ma reine? Miroir magique au mur, qui a beauté parfaite et pure? Célèbre est ta beauté, majesté. Pourtant une jeune fille en loques, dont les haillons ne peuvent dissimuler la grâce, est hélas encore plus belle que toi. Décris-la-moi, s'écria la reine furieuse. Apprends-moi son nom. Lèvres rouges comme la rose, cheveux noirs comme l'ébène, teint blanc comme la neige. La reine se sentit défaillir. La pièce sembla tanguer sous ses pieds. Elle saisit sa broche de la main, horrifiée. Blanche-Neige. C'est tout le début du film. Elle se précipita à la fenêtre. Blanche était toujours en train de frotter les marches à côté du puits. Elle chantait et dansait, suscitant chez la reine une émotion très proche de la haine. Apparemment, rien ne pouvait décourager la princesse. Comment pouvait-elle s'être remise de la mort de son père? Ne se souvenait-elle pas du bonheur qu'elles avaient partagé autrefois? Comment pouvait-elle seulement songer à rire et à chanter sans même parler d'aimer? La reine aperçut le prince sauter dans la cour pour rejoindre la jeune fille. Blanche tressaillit et s'empressa de rentrer au château pour éviter la colère de sa mère, qui lui avait formellement interdit de le revoir. Ah ah! T'ai-je effrayée? C'est pour ça qu'elle s'en va au début du film, c'est trop mignon. Ah, Soliste, t'es trop mignon. C'est si cool de t'écouter ce soir dans ce magnifique décor, t'es un amour. Ah là là, c'est trop la chanson du début. T'ai-je effrayée? Oh, oh non, oh! En mode Belle au bois dormant. La reine eut un sourire satisfait qui disparut cependant dès que sa fille refit son apparition au balcon et commença à chanter de concert avec le prince en une sérénade enthousiaste. Non, elle chante pas, c'est que lui. Oh, toi mon rêve! Non seulement elle était devenue la plus belle de toutes, mais voilà qu'elle était amoureuse. Elle insultait autant la reine que feu le roi, son propre père. La reine referma furieusement les rideaux. Elle est trop comme ça dans le film, dans le dessin animé. Et c'est trop le dessin animé, j'adore, c'est trop génial. La reine referma furieusement les rideaux et sursauta en voyant les sœurs dans sa chambre. « Vous trois, comment êtes-vous entrées ?»« Nous avons nos propres moyens, éluda Lucinda. « Et tu as les tiens, ajouta Ruby. »« Que voulez-vous » demanda la reine avec aigreur. « La vraie question, commença Martha, est « Que veux-tu, toi ?» conclut Lucinda. « Je pense que vous le savez déjà. »« Tu as le pouvoir, majesté, tu as le pouvoir. Enfile tes gants, allume la magie, tu seras gagnant. Tu as le pouvoir, majesté, lancèrent les sœurs en prononçant chacune un bout de phrase. Les réponses que tu cherches se trouvent dans les grimoires que nous t'avons laissés il y a longtemps. Des livres sur la magie noire, les poisons et les potions, les déguisements. Si tu sais où regarder, tu trouveras les réponses que tu cherches. Après tout, tu appartiens à une longue lignée de sorcières. Le pouvoir ne réside pas seulement dans ces pages, mais aussi dans ton sang, comme il coulait dans les veines de ta mère. « Menteuse !» s'écria la reine en leur lançant un vase au visage. « Ah oui, d'accord, ça va vite quand même. Tu lances un vase direct. »« Ça alors !» s'exclama Lucinda. « On est de fort méchante humeur, constata Martha. Cela pourrait être utile au vu de la situation actuelle, reprit Lucinda. Tu comprends, il y a plus simple pour redevenir la plus belle de toutes, précisa Ruby. Expliquez-vous, ordonna la reine d'un ton cassant. Tu la fille ricanèrent-elles d'une même voix. Tu es Blanche-Neige? Vous êtes folle, rétorqua la reine. Pourtant, une partie d'elle-même avait déjà envisagé ce sort funeste. La folie est dans les yeux de celui qui regarde. C'est la seule solution. Elle doit mourir de ta main ou de la main d'un autre. Ne veux-tu pas redevenir la prunelle des yeux de ton père? Ne veux-tu pas entendre l'esclave te dire que tu es la plus belle de toutes? Bien sûr, mais... L'ami de ton oncle Marius, le chasseur, commença Lucinda. Ordonne-lui de le faire pour toi, poursuivit Ruby. Ton mari sera ainsi vengé de sa fille qui a renié son souvenir maintenant qu'elle a trouvé le bonheur auprès d'un autre homme de sang royal. Et toi, tu retrouveras le titre qui t'est dû. Tu seras de nouveau la plus belle de toutes.
Mieux encore, tu n'auras pas son sang sur les mains. Les sœurs furent alors agitées d'une vague de ricanements horriblement malveillants. La reine secoua la tête en signe de refus. En réalité, elle combattait une terrible pulsion, l'envie de suivre leurs conseils. « Tu sembles avoir besoin, commença Lucinda. « D'un peu d'aide, poursuivit Ruby. Martha ouvrit sa bourse et en sortit une tasse à thé. Métal et faïence, chassez-le bien comme une pestilence, ordonna Lucinda, puis elle cracha dans la tasse. Amour et tendresse, fuyez, un petit bout de moi j'ai à te donner, ajouta Ruby en crachant à son tour. D'une reine endeuillée, faites une reine couronnée, finit Martha, en portant la tasse à ses lèvres et en crachant également. Les trois sœurs firent un geste de la main sur le récipient. Quand elles le lui tendirent, la reine vit qu'il était plein d'un liquide fumant. « Bois !» intima Lucinda. La reine prit la tasse, une expression sceptique sur le visage. L'expression sceptique, c'est si la potion pouvait consolider son pouvoir, comme le laissait entendre l'incantation, elle était toutefois ravie de l'accepter. Lorsque le liquide coula dans sa gorge, ça lui rappela la veille, elle sentit une rage inouïe s'emparer d'elle, une colère aiguë, mystérieuse et tranchante qu'elle devinait pouvoir utiliser comme une arme. Le penchant contre lequel elle luttait depuis si longtemps semblait avoir complètement pris le contrôle de son corps et elle découvrit qu'elle aimait cela. « Laissez-moi, ordonna-t-elle d'un ton glacial et menaçant, immédiatement, ou je vous fais éventrer et j'ordonne qu'on suspende vos viscères dans les arbres qui entourent ce palais. Le reste de vos carcasses sera lancé aux prédateurs dans les douves. » Elle a du mal à avaler là. Ne sortez pas ça de son contexte. C'est que c'est un peu dégueu ce que je viens de dire. Les trois sœurs eurent un sourire malsain. « Appelle si tu as besoin de nous, chérie, jeta Lucinda, puis elles disparurent aussi mystérieusement qu'elles étaient arrivées. Ça me... Oh, le chapitre 20 s'appelle Le Chasseur. Ce que j'aime pas trop, c'est que je trouvais que c'était vachement bien fait, là. Enfin, ce que j'aime pas trop, on va voir ce que ça donne, mais la montée était vachement bien faite. Ça montait bien, là, ça allait gicler. Sa personnalité. Et en fait, du coup, on a l'impression que ce qui l'a fait basculer, c'est la magie des autres sœurs. Et du coup, ça la disculpe. Vous voyez ce que je veux dire? Ça la décharge d'un peu de culpabilité. Comme si elle pouvait pas devenir vraiment méchante et prendre la décision de tuer Blanche-Neige par elle-même, mais juste parce que du coup elle a bu la potion des sorcières. Donc moi j'aimais bien l'évolution et là on dirait ça y est, elle est vraiment Evil Queen parce qu'elle a bu le crachat. Ne buvez pas de crachat. Chapitre 20. Le chasseur. C'est votre chapitre ça. C'est votre chapitre ça les garçons. Les modos. Le chasseur. Le chasseur est-il de retour demanda la reine à Tillet après l'avoir convoqué. Pas encore, votre majesté, mais il ne devrait plus tarder. Il est bientôt midi. Envoie-le-moi dès qu'il sera là. Inutile qu'il change de tenue. Je préfère quand il est dans ses habits, qu'il a transpiré. Je suppose qu'il souhaitera se rafraîchir après avoir passé des heures dans les bois, mais il est de la plus haute importance que je le voie au plus vite. Oui, ma reine. Sur ces mots, Tillet quitta la pièce. La reine était trop nerveuse pour manger quoi que ce soit. Elle avait désespérément envie de consulter le miroir, de lui demander qui était la plus belle et d'entendre son père lui confirmer que c'était elle, mais elle savait pourtant que telle ne serait pas sa réponse. L'idée... Attends, génial ce que tu as écrit, Éléphant, j'adore. Il s'agit de l'âme, comme l'âme, hantée, T-H-E, une âme hantée. Pas mal du tout. Et Mathie qui m'écrit à votre service, maîtresse. L'idée qu'il désigne à nouveau Blanche-Neige broyait son cœur de pierre. Elle arpentait la pièce. Bientôt elle serait la plus belle, dès que sa fille serait morte. Le temps passait lentement. Elle observa les visages des deux femmes postées de part et d'autre de la cheminée et s'imagina se transformer en dragon afin de tuer Blanche elle-même. Si seulement son pouvoir était si grand. Elle finit par s'asseoir sur son trône. Peu de temps après, on frappa à la porte. C'est trop génial parce que c'est super raccord avec le dessin animé. Elle est sur son trône. « Entrez !» C'était le chasseur, l'air fatigué, et le visage recouvert de poussière. « Vous m'avez demandé, ma reine. En effet, conduis Blanche-Neige dans la forêt.
Mène-la en un lieu isolé où elle cueillera des fleurs sauvages. Oui, votre majesté. Et là, mon fidèle et loyal serviteur, tu la tueras. Mais, votre majesté, la jeune princesse, silence! Si tu échoues, tu seras mise à mort. Oui, votre majesté, se résigna le chasseur en baissant les yeux. Il avait compris, c'était la vie de Blanche-Neige ou la sienne, ou pire encore, celle de ses enfants. Oh merde, il a des enfants. Oh! Chasseur, il a déjà trempé le biscuit. Oh merde. Mais afin que j'aie la certitude de ton entière réussite, rapporte son cœur dans cet écrin. La reine lui tendit un élégant coffret de bois dont la serrure représentait un cœur transpercé d'une épée. Cette femme avait tant changé et perdu de vue ce qui avait autrefois compté pour elle qu'elle ne reconnaissait même pas l'objet délicat qui avait contenu la dot puis les lettres de la mère de Blanche. « Ne me déçois pas. »« Non, votre majesté. » Le chasseur se retira et la méchante reine était comblée. Le chasseur se retira et la méchante reine approcha de la fenêtre pour le regarder emmener la princesse, visiblement enchantée de cette promenade. Elle eut un sourire cruel. Elle arpenta sa chambre pendant des heures. Elle voulait consulter le miroir, mais redoutait de le faire trop tôt. Elle refusait de s'entendre dire une fois encore qu'elle n'était pas la plus belle. Le chasseur n'étant toujours pas revenu au crépuscule, elle commença à craindre qu'il n'ait manqué de courage et n'ait pris la fuite avec Blanche. Enfin, elle entendit frapper. C'était le chasseur, visiblement choqué. Il lui tendit le coffret contenant le cœur de Blanche-Neige, comme exigé. La reine sentit un frisson d'excitation perverse la parcourir. Ses peurs et faiblesses d'autrefois étaient oubliées. Plus rien ne pouvait tempérer sa satisfaction. Elle avait pris la bonne décision en faisant tuer la fille et avait agi pour le bien de leur famille. C'était libérateur. Sans oublier le plus important, elle était de nouveau la plus belle de toutes. « Merci, mon loyal serviteur, tu seras généreusement récompensé, en nature. Maintenant, laisse-moi. » Le chasseur se retira sans un mot, et la reine se plaça immédiatement devant son miroir. Elle avait tellement attendu ce moment. « Miroir magique, écoute. Qui est la plus belle de toutes ?» demanda-t-elle, un sourire mauvais aux lèvres et le coffret à la main. Au pied des 7 collines des joyaux, par-delà la 7e chute, dans le logis des 7 nains, demeure Blanche-Neige. C'est elle, la plus belle. Blanche-Neige? Son corps gît dans la forêt. Le chasseur m'en a fourni cette preuve. Tiens, regarde, son cœur. Elle ouvrit le coffret pour en montrer le contenu à l'esclave. Blanche-Neige est en vie et plus belle que jamais. C'est le cœur d'une biche que tu tiens dans ta main. Le cœur d'une biche? Le misérable! Premier doublage. Second doublage. Le cœur d'une biche? Ainsi il m'a trahi. La colère de la reine fut si terrible que les serviteurs se demandèrent si le château n'allait pas s'écrouler sur leur tête. Elle descendit l'escalier en trombe, franchit la porte du palais et traversa la cour pour se rendre aux écuries où le chasseur décellait son cheval. « Tu ne l'as pas tué !»« Non, majesté. Je n'ai pas pu, je suis désolée. Mais j'ai eu peur que vous ne regrettiez votre acte si j'avais suivi vos ordres. »« Oh, je suis triste. Tu as commis une grave erreur. » Elle tira une dague de sa ceinture et l'enfonça dans le ventre de l'homme d'un geste vif, pour une fois que ça se passe dans ce sens-là. Puis elle la retourna dans sa chair. Le chasseur s'effondra tandis qu'elle retirait la lame, du sang coulant sur ses doigts. Elle regarda ses mains l'espace d'un instant, puis observa l'homme se tordant de douleur à ses pieds. Elle devait le poignarder de nouveau afin de l'achever, se dit-elle. Mais les gouttes de sang s'écoulant de larmes attirèrent son attention. Elles étaient rouges et brillantes, comme une pomme. Je suis super déçue là. J'ai mon petit chasseur qui est crevé. Ça y est. Oh, salut Ali. Waouh, tu lis super bien, c'est gentil. Merci beaucoup. C'est pour vous. Chapitre 21. La pomme et la vieille mégère. La reine descendit directement dans son donjon sans adresser la parole à quiconque, agitée d'une telle fureur qu'elle se sentait surpuissante. L'escalier en colimaçon s'enfonçait dans les ténèbres et elle finit par entrer dans la pièce où elle gardait les livres des sœurs pour pratiquer la magie noire. Elle claqua violemment la porte derrière elle. Le cœur d'une biche?
Le misérable. Ah, c'est peut-être là. C'est peut-être là que. Parce qu'ils ont changé. Le deuxième doublage, ils ont changé 2-3 trucs. Peut-être qu'elle dit le misérable à ce moment-là. Le cœur d'une biche. Le misérable. Le corbeau qui s'était introduit dans la pièce des mois plus tôt était toujours là, perché sur un crâne à côté des grimoires, et il ébouriffa ses ailes en l'entendant. La reine décida qu'elle devrait tuer Blanche-Neige elle-même si elle voulait la voir morte une fois pour toutes. Mais le peuple connaissait bien trop son visage. Il lui faudrait se cacher pour traverser les 7 collines des joyaux et franchir la 7e chute. Elle passa la main sur les volumes des sœurs. Sorcellerie, alchimie, magie noire, poison, déguisement. Elle posa le vieux tome poussiéreux sur la table. Elle allait changer son manteau de souveraine en haillons. Elle feuilleta les pages avec impatience jusqu'à la formule intitulée « Déguisement de mendiante ». La reine prépara ses instruments et fit bouillir sa potion. Puis, en suivant soigneusement les instructions, elle ajouta une pincée de poussière de momie pour se vieillir et d'autres ingrédients pour changer ses beaux habits, vieillir sa voix et blanchir ses cheveux. Elle dit pas ce qu'elle met dedans? Un caquet de vieille mégère. Ah, un hurlement d'effroi. Diablo. Une fois la formule complétée, elle souleva le gobelet de cristal devant une fenêtre ouverte où s'engouffra un vent de tempête, attisera ma haine. Ajoutons enfin la foudre au mélange final. Ils auraient pu l'écrire, putain. La pièce commença à tournoyer autour d'elle et elle gémit, persuadée que sa dernière heure était venue. Un tourbillon de couleurs l'entourait, elle porta les mains à sa gorge, elle étouffait. Puis elle vit ses mains s'allonger et s'amincir comme celles d'une squelette. « Mes mains !» Elle dit ça dans le film. « Mes mains !» Sa gorge était brûlante. « Ma voix !» hurla-t-elle. Mais le son qui franchit ses lèvres n'avait plus rien des intonations impériales et fières qui la caractérisaient depuis qu'elle était reine. C'était le caquet d'une vieille mégère. Ah, ils vous mettent quand même les termes. Ok, d'accord. Il y a le caquet de vieille mégère, il y a le truc de la momie, la poussière de momie, mommy dust, elle y est. Trop bien. Un vent de tempête. Le caquet d'une vieille mégère. La douleur s'estompa progressivement et elle aperçut son reflet dans l'un de ses instruments de verre. Elle était devenue une vieille femme exsangue, au menton pointu et aux épais sourcils noirs. Une verrue pointait à l'extrémité de son nez. Un courant d'air soulevait ses cheveux blancs et fins. Sa tenue avait également changé. Elle ne portait plus de robe élégante, mais une épaisse tunique noire à capuche dissimulant sa chevelure en désordre. Tout l'inverse de ce qu'elle avait toujours été. C'était le déguisement parfait. Le déguisement parfait. Elle dit ça à son corbeau, il a peur. Elle est derrière sa manche. Le déguisement parfait. Ils reprennent les termes, c'est génial. Elle ne put s'empêcher d'éclater de rire. Il ne lui restait plus qu'à élaborer une mort digne d'une telle beauté. Que pourrait-elle bien trouver? Elle tâta sa tunique de la main et sentit la pomme que Blanche lui avait apportée. Une pomme empoisonnée. Elle se souvint que Blanche-Neige, quand elle était enfant, lui avait rapporté que les sœurs avaient évoqué un fruit enchanté. Elle tourna frénétiquement les pages du livre de potions et finit par trouver la recette. Une tranche de la pomme empoisonnée et les yeux de la victime se fermeraient à jamais dans un sommeil de mort. La reine fouilla dans ses fioles et ses ampoules, puis elle versa dans son chaudron les différents ingrédients. Des plantes comme la digitale et l'aconite, mais aussi des substances moins ordinaires, de celles que l'on trouve dans les cimetières plutôt que dans les bois. Le contenu du chaudron ne tarda pas à bouillir. La reine posa les yeux sur la pomme, sourit et attacha une ficelle à la tige du fruit afin de l'immerger dans le mélange mortel sans le toucher. D'après le grimoire des sœurs, elle n'avait plus qu'à réciter l'incantation, puis à tremper la pomme dans la potion pour que le sort soit complet. Plongeons la pomme dans le chaudron pour qu'elle s'imprègne de poison. Lorsque le fruit disparut dans le liquide verdâtre, ce dernier prit une teinte bleutée. La reine retira la pomme, devenue parfaitement noire, tandis qu'une marque menaçante se dessina dans les traces de poison, une tête de mort. C'était la preuve que le sort avait fonctionné. Il ne lui restait qu'à réciter une dernière formule. Pomme, deviens rouge pour tenter Blanche-Neige et lui donner envie de te croquer. La pomme passa rapidement du noir au rouge le plus vif que la reine ait jamais vu. La vieille femme éclata d'un rire dément. Elle tenait enfin son arme, mais elle eut soudain une hésitation. Et s'il y avait un antidote? C'est énorme dans le film. Il y a peut-être un antidote. Elle se rua vers les grimoires et tourna nerveusement les pages. Oui, la victime du sommeil de mort pouvait être ramenée à la vie, mais uniquement
par un premier baiser d'amour. Bah. Pendant un instant, la reine sentit le découragement et la rage la submerger. Le prince chercherait sûrement Blanche-Neige, et s'il la trouvait, et de désespoir embrassait son cadavre, sa fille se réveillerait. Mais la méchante reine chassa vite cette idée de son esprit. Il n'y avait pas de danger. Blanche était dans la forêt, en compagnie des 7 nains. Ils trouveraient son corps, et vont la croire morte, et vont l'enterrer vivante. Après, elle s'en va là dans ce truc. Vivante. C'est ce gif qu'on voit souvent, elle ferme la trappe. Moi, quand je dis à ma famille que je vais me coucher à 23h, en fait, je vais regarder des séries. C'est trop ça. Elle éclata à nouveau de rire, ce qui fit sursauter le corbeau. Elle n'avait plus qu'à apporter la pomme à Blanche-Neige, et bientôt, elle serait de nouveau la plus belle sur Terre. Chapitre 22. La mégère, la clairière et la chaumière. T'en dirais le magicien d'Oz, là. Le lion, le machin, le truc, l'épouvantail. Les titres sont de plus en plus longs. Avant, ça s'appelait La pomme et la vieille mégère. Maintenant, c'est La mégère, la clairière et la chaumière. La reine déposa la pomme dans un panier qui en contenait déjà plusieurs. Comme c'était la seule rouge, il lui serait facile de la reconnaître le moment venu. J'aime bien tous ces petits détails, puisque de fait, elle met dans un panier de pommes vertes dans le dessin animé. Se saisissant du panier, elle souleva une trappe dissimulée dans le sol du donjon. Elle descendit l'escalier secret menant au passage souterrain, l'endroit même où bien longtemps auparavant, le roi l'avait aidé à fuir les soldats ennemis en compagnie de leur fille. Elle monta dans une barque et rama pour suivre la rivière souterraine jusqu'aux douves du château, puis au marécage. Ils disent pas qu'elle a croisé le squelette dans la cage là. « Tu as soif ? Eh bien bois !» Et elle met un coup de pied dans la petite jarre. Il faisait nuit noire et elle était certaine de n'avoir pas été vue. La preuve, pensa-t-elle, que les gardes du château étaient de sacrés incompétents. La méchante reine se faufila sournoisement entre les roseaux et pénétra dans la forêt pour se diriger vers les 7 collines des joyaux. Mais elle devait s'arrêter souvent pour reprendre son souffle, car elle peinait à avancer dans ce vieux corps bossu aux articulations douloureuses. Alors qu'elle débouchait sur une clairière faiblement éclairée par un rayon de lune filtrant à travers les nuages, elle entendit une voix. « On est en chemin pour commettre l'irréparable, alors ?»« Qui est là ?» s'exclama la reine de nouveau surprise par sa voix chevrotante. 3 figures sortirent de l'ombre. « Vous !» souffla-t-elle. « Tu as choisi le bon chemin » confirmèrent les étranges sœurs. La reine les écarta du bras et poursuivit sa route en boitillant. Elle avait tout ce qu'il lui fallait, leur sort et leurs potions, elle n'avait plus besoin d'elle. « Bonne route !» lancèrent les sœurs dans son dos. L'aube pointait déjà lorsqu'elle atteignit les 7 collines des joyaux. Elle tendit l'oreille pour percevoir le bruit des chutes d'eau et continua dans cette direction, en évitant soigneusement les animaux sauvages et les créatures de la nuit. Elle devait parfois marcher sur des arbres renversés pour traverser des rivières ou des torrents, ce qui était très difficile dans ce vieux corps fragile. Mais sa détermination et son désir de tuer sa fille étaient si grands qu'elle parvint à atteindre les 7 chutes. Au-delà se trouvait la chaumière des 7 nains et Blanche-Neige. La reine se redressa au sommet d'une butte pour observer le paysage devant elle. Elle distingua un sentier peu utilisé qui menait dans les bois. De la fumée s'élevait de la cime des arbres non loin de là. Elle renversa la tête en arrière et éclata d'un rire dément. Ses efforts furent bientôt récompensés. Le sentier la mena jusqu'à la maisonnette des nains. Cachée derrière un arbre, elle vit la porte s'ouvrir et les petits hommes dont l'esclave lui avait parlé partirent au travail. Puis Blanche-Neige apparut. La jeune fille disait au revoir à ses camarades sur le pas de la porte, emplie de venin et de haine. La reine observa avec horreur ses cheveux d'ébène, ses lèvres rubis, sa peau blanche comme la neige et son cœur aussi pur que l'or. Bah, elle savait la vérité. Parce que son cœur, c'est pas comme son nom, hein. Et son cœur aussi pur que l'or. Parce que le prince n'est pas encore passé par là. Merci, merci pour ton... merci pour ton follow. Attraction. Blanche-Neige n'était qu'une petite égoïste qui avait trahi le souvenir de son père et complotait maintenant pour surpasser sa mère dans la seule chose qui lui restait, sa beauté. Les nains s'éloignèrent parmi les arbres baignés de soleil et Blanche-Neige sortit dans le jardin pour jeter des miettes aux oiseaux. La reine referma ses doigts, aussi acérés que des serres, sur une branche et sentit ses ongles s'enfoncer dans l'écorce avec un bruit sinistre. Si seulement il s'était agi de la chair de Blanche-Neige. « Elle n'a pas du tout changé, chuchota-t-elle de sa voix rauque. « Elle n'a pas du tout changé. » Je sais pas, faire la voix de la sorcière, c'est moins facile déjà. «
Elle attendit que Blanche rentre dans la chaumière avant de s'en approcher. Elle pouvait l'apercevoir par la fenêtre ouverte de la cuisine. La jeune fille préparait joyeusement des tartes. La reine passa brusquement la tête par l'ouverture et Blanche sursauta en se retrouvant face à une vieille femme qu'elle n'avait pas entendue arriver. « Tu es toute seule, mon bijou ?»« Oui, mais... Oui, je suis seule, mais... »« Ils sont pas là, les nains ?»« Non, non, ils sont sortis. » La reine huma les odeurs flottant dans la cuisine. « Tu fais des tartes ?»« Oui, des tartes aux prunes. » Blanche était si mignonne, c'était repoussant. Il était temps qu'elle meure. Les tartes aux pommes, c'est ce que les hommes préfèrent dans tous les pays, et faites avec de belles pommes, comme celle-ci. La reine prit le fruit rouge dans le panier et le montra à Blanche-Neige. La jeune fille hésitait, mais la reine se fit caressante pour la convaincre de la goûter. Blanche semblait hypnotisée par la pomme, elle tendit la main. Soudain, la vieille femme fut attaquée parce qu'elle prit pour des chauves-souris. C'était impossible, on était en plein jour. Elle leva les bras pour se protéger des ailes, des becs et des serres qui s'en prenaient à la peau ridée et visaient ses yeux. Dans la confusion, elle lâcha la pomme. Elle sentit des plumes frapper sa peau et elle comprit. C'étaient des oiseaux, des dizaines d'oiseaux. Blanche sortit de la chaumière en courant afin de lui venir en aide. Une fois les volatiles partis, la reine ramassa la pomme, en vérifiant rapidement qu'elle n'était pas abîmée. Dans le dessin animé, elle fait « Ah, je croyais l'avoir perdue. » La reine dans Colline sorcière, elle me fait trop rire. Je croyais l'avoir perdue. Blanche-Neige s'excusa et la reine en profita pour se faire inviter dans la chaumière en évoquant son pauvre cœur. « Oh, mon cœur, mon pauvre cœur !» Tandis que Blanche s'affairait autour de l'évier pour lui apporter un peu d'eau, la reine ressortit le fruit et repensa à son plan. Elle est trop sournoise si elle la regarde. Soudain, elle eut un instant de faiblesse. Elle ne pouvait pas faire une chose pareille à sa petite colombe. Ça suffit. Elle enterra ce sursaut d'amour au plus profond de son cœur, avec tout son chagrin, et se concentra à nouveau sur sa mission. « Et parce que tu t'es montrée si gentille pour une pauvre vieille, dit-elle en se levant, je partagerai un secret avec toi. Ce n'est pas une pomme ordinaire, c'est un fruit qui exauce les vœux. » « Elle exauce les vœux ?» répéta Blanche. « Oui, un morceau et tous tes rêves les plus chers se réalisent. »« C'est vrai ? Oui, jeune fille. Allons, fais un vœu et croque-moi ça. » Inquiète, Blanche commença à reculer au fur et à mesure que la reine avançait vers elle. « Ton petit cœur doit bien désirer quelque chose. Peut-être y a-t-il quelqu'un que tu aimes. »« Oui, oui, il y a quelqu'un. »« J'en étais sûre, jubila la reine. « La vieille grand-mère connaît le cœur des jeunes filles. Allons, prends la pomme, chérie, et fais un vœu. » La reine glissa le fruit dans les mains de Blanche et l'encouragea du regard, de la voix et du geste. Alors Blanche fit un vœu. À voix haute, elle demanda tout ce que la reine avait eu autrefois. L'amour et un beau prince qui l'emmènerait dans son château pour en faire sa femme. Elle demanda également quelque chose que la reine, elle, le savait, ne reconnaîtrait plus jamais, de vivre heureuse à jamais. Suspendue à ses lèvres, la reine se frottait les mains. « Croque maintenant, vite, si tu veux que ton vœu se réalise. » Blanche-Neige planta ses dents dans la pomme la plus belle et la plus mûre qu'elle ait jamais vue. « Oh, je me sens toute drôle, » murmura-t-elle avec difficulté. La reine attendit que le poison fasse effet, les yeux rivés sur sa fille. « Tu vas sentir, ton sang va se glacer, ton souffle s'arrêter. » Blanche tituba. Sa mère se frotta les mains. Elle fait comme ça la sorcière. La reine se frotta les mains. Sa mère se frotta les mains. Encore un peu de patience. Oui, elle est comme ça. Elle serait bientôt la plus belle de toutes. Enfin, Blanche-Neige tomba à terre. La pomme à moitié croquée s'échappa de sa main inerte et roula sur le sol. La méchante reine éclata d'un rire hystérique qui résonna dans tout le royaume. Le tonnerre explosa au-dessus de la chaumière comme pour lui répondre, tandis qu'une violente averse s'abattait sur la forêt. Chapitre 23, la falaise. Et c'est le dernier chapitre, les amis. Malgré ses ricanements, la reine sentit progressivement l'euphorie et l'énergie la quitter. La vision du corps immobile de Blanche-Neige aurait dû la stimuler. Pourtant... Mais ce long voyage l'avait épuisée. Si seulement elle n'était pas coincée dans ce vieux corps difforme, il lui faudrait un temps fou pour regagner le château. Elle n'avait qu'une hâte, demander au miroir qui était la plus belle maintenant. Elle n'avait pas vérifié de quoi elle aurait besoin pour inverser les effets de la potion qui l'avait transformée en vieille mendiante, mais les sœurs avaient sûrement laissé traîner quelque chose à cet effet dans leur vieille malle. « Toutes nos excuses, Majesté !» lança une de leurs voix. La reine regarda autour d'elle. Elle était seule. « Il n'existe pas d'antidote !» ajouta une autre voix.
Les sœurs se mirent à rire aux éclats et la reine sentit la panique monter. « Pas d'antidote? Aucun moyen d'inverser le sort? Impossible, il y a forcément un moyen !» Elle feuilleta le livre et en pensait, affolée, les mains tremblantes. Elle dut s'asseoir. Son pauvre cœur était maintenant celui d'une personne âgée. « Calme-toi, » se dit-elle. Elle fut prise de vertige et elle ne parvenait plus à reprendre son souffle. Tout ça pour rien. Elle ne pouvait affronter le reflet de son père dans cet état. Pas ainsi, vieille, repoussante, inutile. Soudain, elle fit la seule chose qui lui restait à faire. Elle éclata de rire telle une hystérique. Toute sa vie et cette journée avaient été si ridicules. Comment en était-elle arrivée là? Elle passa la porte de la chaumière en riant à gorge déployée. La pluie pourrait peut-être la purifier et la régénérer, lui permettre de voir les choses avec un regard neuf. Elle avait haï son père pour finir exactement comme lui, sans cœur, mauvaise et cruelle. Elle avait gâché sa vie. Elle ne serait jamais la plus belle. Pas dans cet état, en tout cas. Elle avait tué sa petite Colombe, pour rien. Une douleur lancinante perça son crâne, et elle se sentit déchirée par la culpabilité et les regrets. Mais que regrettait-elle le plus, au fond? D'avoir ruiné la vie de Blanche ou la sienne? Tout à coup, les nains firent irruption dans la cour de la maisonnette en hurlant. Ils savaient ce qu'il s'était passé et voulaient sa mort. Leur arrivée la tira brutalement de sa rêverie sentimentale, et sa cruauté reprit le dessus. Elle n'avait plus qu'une chose en tête, sauver sa vieille peau. C'est écrit. Sauver sa vieille peau. Elle prit la fuite. Les petits hommes n'étaient pas du tout comme elle les avait imaginés. Le visage déformé par la fureur, ils savaient pourquoi elle était là et ce qu'elle avait fait. Ils possédaient sûrement leur propre forme de magie. Elle courut aussi vite que possible, paniquée. Sa foule était plus grande que la leur. Elle réussit à prendre un peu d'avance, même si la pluie battante et sa santé fragile rendaient ses mouvements laborieux. Les nains ne se laissèrent pas décourager et la poursuivirent dans la forêt. Soudain, le sentier se sépara en deux. Une piste menait au sommet d'une falaise, où elle pouvait voir un gros rocher rond. L'autre disparaissait entre les arbres. Peut-être pourrait-elle se cacher dans la forêt? Si elle escaladait la falaise, elle se retrouverait probablement coincée. Sans crier gare, les sœurs apparurent. « Majesté, nous pouvons t'assurer que la sente de la falaise te mènera droit à la mort. » Elles ne lui avaient jamais parlé d'un ton aussi sérieux. Elles avaient totalement abandonné leur rire inquiétant. « Nous t'implorons, passe par la forêt, tu seras à l'abri. » Nous te retrouverons et nous renverserons le sort qui fait de toi une vieille mégère. Pardonne notre malhonnêteté. La reine réfléchit aux potions qui s'offraient à elle. Aux potions. Putain, c'est le même mot, sauf que... La reine réfléchit aux options qui s'offraient à elle. La forêt représentait la sécurité. Un sanctuaire. Une deuxième chance, peut-être. Mais quel genre de vie pourrait-elle bien mener désormais? Elle revit le jour où elle avait rencontré le roi près du puits. Le souvenir du contact de ses mains chaudes sur les siennes. Personne ne l'avait jamais effleurée ainsi. Personne ne l'avait jamais tant aimée. Jamais. Elle se remémora également le jour de son mariage et la joie qu'elle avait ressentie, la liesse du royaume tout entier. Puis, elle pensa à Blanche-Neige. Elle aimait tellement cet enfant, elle l'aimait comme sa propre fille. Blanche était si belle, si pure et si précoce. Elle aimait le roi de tout son cœur et lui rendait hommage, en profitant pleinement de la vie, même s'il était mort, contrairement à la reine qui avait laissé la trahison, la douleur et la vanité la détruire. Elle se souvint avoir serré Blanche dans ses bras quand elle lui avait annoncé le décès de son père. Elle repensa au festival de la Reine des Pommiers, grâce à vos yeux, et à toutes les belles journées passées avec Vérona, à leur pique-nique et au repas servi dans le petit salon. Tellement d'opportunités s'offraient à elle. Autrefois, elle aurait pu faire tant de bien autour d'elle, mais elle avait laissé la noirceur de son cœur la guider et l'aveugler. Les petits hommes n'étaient plus très loin derrière elle. Quant aux sœurs, elles s'étaient volatilisées. La reine leva les yeux vers la falaise. La pluie impitoyable coulait sur son visage sous le ciel parcouru d'éclairs. Elle savait ce qu'elle devait faire, après tout. Elle avait choisi son chemin depuis longtemps. Épilogue. Blanche-Neige cligna des yeux, réveillée par un premier baiser d'amour. Elle se sentait fatiguée et faible, mais aussi folle de joie. Son prince était là. Il avait brisé le sort et l'avait sauvée. La pomme de la vieille femme était peut-être réellement magique après tout. Ses vœux étaient devenus réalité. Ils se marièrent peu de temps après. Ce soir-là, d'innombrables lucioles éclairèrent les arbres sous un ciel rempli d'étoiles, comme des éclats de verre disséminés à la surface de l'océan. Le château était décoré de ses fleurs préférées, dont les parfums lui rappelaient des souvenirs heureux. Blanche dansa avec son mari dans la grande salle et imagina ses mères valser avec elle, souriantes. Elle lui envoyait des vœux, dans la lumière merveilleuse et les formes enchanteresses que le miroir cylindrique de la reine projetait sur les murs. Blanche embrassa son prince et lui prit la main au comble du bonheur. Elle se demanda comment se passerait sa vie à partir de maintenant. Sa belle-mère étant morte, elle était reine.
Elle avait l'intention de gouverner de manière aussi juste et passionnée que son père, comme sa belle-mère l'aurait fait si les choses s'étaient passées autrement. Elle embrassa de nouveau le prince et leva les yeux vers les étoiles. Elle n'avait jamais connu si grand amour. Elle était heureuse. Elle n'avait qu'un regret. Son père et ses mères lui manquaient. Elle les avait perdus quand elle était très petite. C'est ainsi qu'elle voyait les choses, en tout cas. Personne ne comprenait pourquoi elle aimait encore la reine. Mais pour elle, sa belle-mère était morte le jour où son père avait été tué. Jusqu'à cet instant, cette femme avait été un véritable ange gardien pour elle. Lorsqu'elle se retrouva seule dans ses appartements après une longue journée de fête, Blanche-Neige remarqua que sa femme de chambre avait empilé quelques cadeaux de mariage près de la cheminée. Elle se pelotonna dans un fauteuil rembourré en velours, les pieds repliés sous elle, et eut soudain l'impression d'être devenue minuscule comme un petit oiseau. Ma Colombe, c'était ainsi que l'appelait sa belle-mère. Elle aurait tant aimé la voir à ses côtés en ce jour, tant aimé que la vanité et le chagrin ne l'emportent pas. Blanche attrapa l'un des plus gros paquets à côté du lit et en déchira l'emballage. C'était le miroir préféré de sa mère, celui dans lequel elle avait pris l'habitude de s'observer avec une attention confinant à l'obsession. Blanche-Neige sursauta lorsque la surface polie se remplit de flammes, puis d'un tourbillon de brume dans lequel elle vit apparaître un visage. « Je t'aime, ma jolie petite colombe adorée, » lui dit la reine dans le miroir magique. « Je t'ai toujours aimée et je t'aimerai toujours. » Puis la reine envoya un baiser à sa fille et Blanche-Neige sourit. Voilà, c'est terminé. Je trouve que c'est super touchant à la fin. C'est super touchant, c'est très bien d'avoir fait ça. Franchement, bravo. Ça explique plein de choses de avant l'histoire. Je trouve qu'ils reprennent tellement bien le dessin animé qu'on s'y retrouve. Enfin, moi, j'ai du mal dans ces choses-là, c'est quand il y a quand l'œuvre principale a été modifiée ou que des choses sont laissées de côté. Et là, ça colle tout bien. Elle est sur son trône quand le chasseur arrive. Elle les voit effectivement dehors avec le prince. Ça colle tout bien. Ils ont rajouté des choses pour qu'on comprenne mieux. Ils nous ont développé un personnage hyper intéressant. Très touchant. Cette fin est très jolie. J'ai trouvé la fin très jolie. C'est très beau. Les sœurs, super bizarres, qu'elles apparaissent à la fin un peu touchées, un peu concernées. Genre, va pas par là, tu vois, tu vas y rester et tout ça. C'est assez joli, cette espèce de dualité dans sa personnalité. Donc je trouve assez appréciable que au final, peut-être que au final, nous on voit le dessin animé et on voit cette méchante reine qui est juste une méchante reine. Donc je trouve ça peut-être assez bien d'avoir conservé une part de la mère qui est touchante et qui aime Blanche-Neige. Donc tout à l'heure je disais qu'elle est basculée par la magie. Oui, c'était très intéressant toute cette évolution et qu'elle devienne méchante d'elle-même, mais je trouve que c'est très beau d'avoir quand même un tout petit peu fait la distinction entre les deux, un peu comme Gollum, quoi, un petit peu, enfin pas comme Gollum, c'est pas tout à fait pareil, mais cette dualité, cette séparation entre vraiment la mère qu'elle a pu être, qu'elle aurait été si le mari n'était pas mort, si elle n'avait pas été dans ce miroir-là. Mais je trouve ça super joli de pas juste qui est la plus belle. Ils expliquent toute cette histoire, cette souffrance avec son père, c'est ce truc intense de manque de confiance et d'estime d'elle-même, quoi. C'est vraiment très joli. J'ai beaucoup aimé. C'était vraiment top. Merci Anto, merci Poemer de m'avoir offert ce livre. Et puis du coup je vais essayer de me procurer les livres suivants. Et puis si ça vous dit, on refera des petites soirées comme ça où on se lira les histoires ensemble. En tout cas, merci d'avoir été nombreux à suivre ce livre. C'était Miroir, Miroir de Serena Valentino, l'histoire de la méchante reine. Voici l'histoire de celle qui voulait être la plus belle. Si elle avait été déjà la plus belle à ses propres yeux, ça ne serait pas passé comme ça. Hyper top la lecture, c'était génial. Vous êtes des amours tous les deux de toute façon. Mes petits chasseurs. Merci pour tes ondes positives et ton live ce soir, je t'envoie aussi. Oh, merci Micor. Je vous envoie plein d'amour. De rien pour cette histoire. Moi, je n'ai fait que la lire. J'ai essayé de lui donner un peu vie. On a bien rigolé sur le premier live. Là, on était dans un truc un peu plus sombre. Hein. Au final, à partir de la mort du roi, très clairement, c'est pas la même. C'est pas la même. Et je trouve que c'est ça qui est beau. Elle s'est laissée complètement... J'aime beaucoup que les années passent, que tu vois, le truc s'installe vraiment bien. C'est pas, je suis devenue... Puis qu'est-ce qu'elle est belle, franchement. Qu'est-ce qu'elle est belle. Elle est magnifique. Sa bouche, ses yeux, là, elle est superbe. Voilà, merci à tous. Ah oui, il faudra lire les autres histoires. J'imagine qu'on va trouver des liens avec les sœurs et autres. Hein. Ouais, la partie cauchemar était assez chelou, je suis assez d'accord. Beaucoup de sang dans les cauchemars et tout, c'était assez chelou.
Les couvertures sont très très belles des livres. Ouais. Merci à vous. Merci à vous d'avoir été là. On fera les autres livres à l'occasion. On se retrouve maintenant. Donc demain je travaille, je ne serai pas là. Mais on se retrouve jeudi. Jeudi, on stream ensemble. Par contre, Off a su aujourd'hui pour une émission le jeudi soir. Donc le jeudi soir, il n'y aura pas de live. Puisque je ne pourrai pas être dispo. Voilà, pour mon petit lutin. Mais moi, ça m'a vachement touchée cette histoire. Puis quand elle parlait de sa fille et tout, je me suis sentie super touchée. Il y a le début, moi, je voyais ma fille, quoi. Et du coup, la fin, c'est super touchant. À un moment donné, il y a eu un truc qui m'a vachement marqué. Ça m'a vachement marqué parce qu'il lui dit c'est bon, la fille était. C'est là. La fille était morte. En gros, elle était tranquille. C'est bon, la fille était morte. Elle dit pas sa fille. Il a écrit la fille. Et je trouve que c'est vachement beau parce qu'elle en est carrément arrivée. Genre, c'est une random fille, quoi. C'est même plus sa fille. Et cette petite rupture était très triste. Mais de rien, ça m'a fait très 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 plaisir. Et ben écoutez, je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Les nouvelles ont un petit peu changé. Vous avez peut-être regardé ce soir. On va voir ce qui nous attend dans les prochaines semaines. En tout cas, voilà, je vous envoie tout cet amour. Prenez soin de vous. Aimez-vous les uns les autres. Et bisous sains.